Bon, Let's go. Marty. Bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne French Doers. On se retrouve pour le 6e épisode d'une table ronde. Aujourd'hui, notre sujet, ça va être comment lancer son produit alimentaire. Donc pour ça, je suis toujours accompagné de mon incroyable mate, Mohamed. Bonsoir à tous. On a également Mathieu qui est derrière les caméras et qu'on remercie de fou, qui est là pour tous les épisodes, qui nous accompagne tout le temps. C'est un régal. Merci Mathieu. On a également nos deux invités magnifiques. Ils sont toujours magnifiques, nos invités, Mohamed, n'est-ce pas ? C'est vrai, c'est tout le temps. Tu peux pas dire autre chose juste façon de tes invités. Écoutez, je vais laisser vous présenter. Benjamin commence. Je commence, parfait, merci. Du coup, Benjamin, je suis le fondateur de l'entreprise Komi Épices. Ça va faire grosso modo 1 an que j'ai monté la boîte et on commercialise du coup des mélanges d'épices. Peut-être quelques mots sur moi, j'ai 30 ans, j'ai un peu bossé en finance, en start-up avant, et puis je me suis reconverti dans les épices parce que j'ai une petite passion culinaire. Et puis quoi de plus beau finalement de passer en plein confinement de la start-up et de la finance aux épices, quoi. Tu t'es mis à la cuisine comme tout le monde pendant le C'est ça. confinement. Top. Écoute, merci à toi. Camille, je t'en prie. C'est beau. Écoutez, moi c'est Camille, j'ai 26 ans et j'ai cofondé avec un ami, Anthony, la société Cooks pour proposer un dessert qui est tout nouveau en France. C'est un dessert qui est originaire des États-Unis, il s'appelle la cookie dough et en fait c'est une pâte à cookies qui se déguste sans cuisson. Voilà, donc c'est un dessert qui est frais, qui est hyper gourmand, qui est très fun et qu'on est impatient de faire découvrir à tous les Français. On va bientôt goûter ça, je pense. Ouais, c'est clairement, Théo, il nous a préparé la surprise. Je sais pas si tu l'as vu. Si, je l'ai vu. Ouais, tu l'as Tu vu. viens de me Bien sûr, spoiler la bien- surprise. Bien sûr que tu l'as vu. Ok les gars, déjà merci à vous d'être là ce soir. Est-ce que tu as une première question, Mohamed ? Tiens, allez. Comment est-ce qu'on décide de se lancer dans la food ? C'est ça la question. À quel moment, à quel moment tu te dis, tiens, je vais me lancer. Surtout, on va commencer par toi, Benjamin, vu que je vois Camille te faire des petits clins d'œil pour commencer, mais On ne sait pas quel ordre répondre en premier, du coup. de passer de Atelier ANA, où d'ailleurs j'étais client, j'ai pris 3 costards, mais bon, ça c'est ma vie privée, donc c'est Ouais. différent. De Ornica, un podcast excellent qui a été sorti par le CEO récemment. Ouais. Incroyable. Comment est-ce que tu passes de ces boîtes-là à te dire, je vais lancer ma boîte dans l'alimentaire et je vais me lancer dans les épices ? Bonne question. Comme je le disais avant, effectivement, je passe vraiment de la start-up à vendeur d'épices, entre guillemets, parce qu'il y a eu le confinement, mine de rien. Ornicar, j'étais en fait en Allemagne pour Ornicar pendant près de 3 ans. Et je lançais finalement la structure allemande qui s'appelait Odocar à l'époque, qui n'existe plus aussi en passant. Le Covid est passé par là malheureusement. Et du coup, je rentre en plein confinement et puis quelque part, je me suis dit que j'ai envie de monter une boîte. Ça, c'était une évidence pour moi. Et puis le volet culinaire qui me passionne. Moi, j'adore cuisiner depuis que je suis tout petit. Je fais que ça toute la journée. Et puis en fait, pendant le confinement, on s'est tous retrouvés dans la même situation, devant son rayon des épices Leclerc, ou si on est un peu plus premium, on va chez Biocop. Mais on se retrouve toujours face à un mur d'épices monotones, un peu traditionnelles, un peu ennuyeuses. Je citerai pas les marques, mais je vais quand même les citer, Ducros et Cook, comme ça c'est fait. Mais du coup, 2 monopoles qui détiennent 95% de leur marché dans leur secteur. Et puis en fait, c'est pas normal que dans un secteur alimentaire, il y ait une telle domination de marché. Et puis je me suis dit, on va se lancer parce que c'est pas normal qu'on se retrouve là. Et puis j'ai parlé d'Allemagne, peut-être pour conclure là-dessus. Du coup, j'ai passé 3 ans en Allemagne. Il y a une raison, je suis allemand moi-même. Et du coup, en Allemagne, il y a des boîtes. Celles-là, je vais pas les citer du coup. Faut consommer les épices et pas les allemandes. Mais il y a quelques boîtes qui se sont lancées il y a 4-5 ans et qui ont vraiment changé vraiment la manière dont on utilise les épices en Allemagne. Et du coup, c'est des startups qui aujourd'hui sont des grosses PME. Et qui ont vraiment changé tout l'écosystème des épices en Allemagne. Et du coup, voilà, mon objectif est de faire la même chose avec Komi ici en France. Ok, Top. cool. Et toi, Camille, comment te vient l'idée de la pâte à cookies fraîche ? Alors, l'idée en elle-même, elle est venue d'Anthony, Ok. mon associé. Et donc, c'était dans le cadre d'un voyage à New York. Lui revient d'un voyage et en fait, on fait connaissance parce que sa petite amie est ma meilleure amie d'enfance. Ok. Donc, on se rencontre comme ça et en fait, on devient très vite très bons potes. Et un jour, il me partage cette découverte qu'il a faite à New York. Et moi, j'ai un peu de mal à y croire. Je me dis, manger de la pâte à cookies qui est crue, il y a un truc qui va pas. Et en fait, il me raconte un petit peu tout le processus qu'il a vécu là-bas, comment il l'a découvert, ce qu'il a pu voir et goûter sur place. Et en fait, je me rends compte qu'il est vraiment tombé amoureux du concept. Et en fait, moi, j'avais besoin de voir
la chose avant de te lancer, quoi. Voilà, exactement. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant très longtemps, on a un peu épié les réseaux sociaux, regardé ce qui se faisait sur le net, regardé ce qui existait déjà. Et puis un jour, on s'est dit, et pourquoi pas aller à New York ensemble, pourquoi pas faire le déplacement et aller goûter tout ce qui existe. Et en fait, c'est ce qui s'est passé. Ça, c'est le kiff, hein, aller à Voilà. New York pour bouffer, ça reste Ça a été 4 jours incroyables. Ça n'existait pas du tout en France avant? Parce que j'avoue, j'en ai jamais entendu parler, moi, perso. Ouais. Alors, la cookie dough comme ça, non. Ok. Pour le coup, là-bas, c'est hyper développé. Ouais. Et en fait, voilà, l'idée, c'était de valider le concept ensemble, de voir quelles étaient les bonnes idées qu'on pouvait reprendre et ensuite améliorer. Voilà, toujours dans l'optique de lancer un projet food. Ok, top. Bon, alors, pour faire un peu de contexte, mais vous êtes tous les deux jeunes startups, parce que ça fait combien de temps que vous êtes lancés, pour rappel, Benjamin? La boîte, pour vous dire, elle existe depuis juillet 2020 officiellement, et du coup, développement du projet ensuite, et on vend depuis maintenant 6 mois. 1er décembre 2020, première vente en ligne, et puis l'idée là aujourd'hui, c'est de se développer en tout ce qui est GMS classique. GMS, c'est la grande surface, hein. Mais effectivement, on est très jeune, un jeune pouce, voilà. Ok. Et toi, Camille, du coup, pareil, 1 an quasiment, on se disait tout à l'heure en off. Exactement. Ok. Exactement. Et alors, vos réseaux de distribution, pour faire un petit point dessus, donc toi, Benjamin, c'est une partie en ligne déjà dans un premier temps, vous avez commencé par ça? Ouais, on a commencé en ligne. En fait, le produit a eu un besoin de développement de 4 à 5 mois environ, avec tout ce qui va autour, design, développement des produits, etc. Donc de tout ce qui est dans les boîtes. Et puis après, on a commencé en ligne parce que ça tombait pile sur Noël, donc c'est quand même plutôt pratique. On a fait un petit coffret Noël, etc. Mais maintenant, l'objectif est clair, il est affirmé, c'est le B2B, hein, c'est la GMS et la GSS. Et on a vraiment lancé, entre guillemets, les grandes manœuvres le 1er mars de cette année. Et depuis, effectivement, je tourne pas mal. Je rentre justement de notre Comi Spice Tour, 4 semaines en camionnette, où j'ai sillonné les routes du nord-ouest français. Je suis descendu jusqu'à Bordeaux en passant par Nantes, et je suis remonté via Limoges, Poitiers, etc. Belle découverte, on découvre la France, mais du coup ça nous permet aussi de vendre. C'est pour le boulot. Voilà. C'est pour le boulot, c'est ça. Voilà. Est-ce que c'est concluant? Le pipe drive est rempli ou pas? Voilà, c'est ça, la camionnette a été vidée, on a beau. signé une quarantaine de clients en live, donc c'est pas mal, et puis on a prouvé finalement qu'il y avait de l'intérêt, et c'était ça le plus important. Montrer que des boutiques achètent et dépensent des dollars finalement pour acheter tes produits, et là au moins c'est fait. Donc maintenant on peut lancer les secondes grandes manœuvres, voilà. Top. Et on a plein d'idées en cours, quoi. Et à toi, Camille, du coup, pareil, vous avez commencé par le digital et ensuite on va dire le physique avec les points de vente indépendants, ou pas du tout? Pas du tout. Ok. Pour le coup, nous, on a commencé avec des points de vente qui étaient un peu emblématiques sur Paris. D'accord. Donc on a essayé de target des cibles qui nous faisaient un peu rêver. Donc on avait par exemple pour le cinéma le Grand Rex. Ok. Donc on a commencé à bosser avec eux. Pour l'épicerie, on s'est dit qu'est-ce qui peut être sympa? Les Champs-Élysées, le drugstore. On a eu la chance d'avoir le drugstore. Et puis en fait on a un peu fait ça comme ça, en essayant de développer le réseau avec des points de vente qui étaient un peu phares sur Paris, et qui nous permettaient justement d'asseoir le côté Cali, Made in France de Cooks. Et progressivement ça s'est développé via la distribution en ligne, le e-commerce, mais donc sous-traité en B2B. Okay. On travaille avec pas mal d'acteurs, Cajou, Gorillaz, La Belle Vie, Frichy. Bon, il y en a quelques-uns avec qui on bosse aujourd'hui, par chance. On travaille aussi avec la GMS, ça se développe petit à petit. Bon, voilà, on a pas mal d'acteurs, une chaîne de burgers qui est extraordinaire qui s'appelle Burgers and Fries. Juste une tuerie. Ok. Je crois que j'ai déjà goûté, c'est sur Paris. Hein. Ouais, c'est sur Paris et franchement les burgers sont calés. Top. Donc là déjà sur le site internet vous faites quand même de la vente Pour le moment pas du tout. Pas du tout. Ok, d'accord. Ouais, nous on a une problématique, c'est que le frais représente une barrière à la vente en ligne. Ok. Parce que souvent les frais d'expédition sont hyper élevés. Bien sûr. Et que on se voit mal proposer aux clients d'acheter 60 pots de cooks d'affilée. Ou une livraison à 40 €. Voilà, exactement. Ok. Donc là, le côté logistique du frais est un frein pour la partie digitale en ligne en B2C. Pour nous, oui. Okay. Avec des produits qui sont à l'unité peu chers. Ouais, bien sûr. Finalement, on se rend compte qu'il vaut mieux s'adosser à des réseaux de distribution qui sont spécialisés là-dedans, sur la logistique du frais, et qui sont capables de répondre à la demande, y compris pour un pot ou 2 pots de cookies dough. Ok, top. Et j'ai plein de questions. Si J'en ai 20 milliards de questions, mais vas-y, je t'en prie. Quand là, on va dire que, pour resituer, vous avez dit ok, c'est bon, j'ai l'idée, je veux me lancer.
c'est quoi les premières choses qu'on regarde ? Qu'est-ce qu'on cherche une fois J'avais que exactement la même question en tête. le produit est prêt ? Disons que la matière est... Vous allez si bien ensemble. On est en couple. Doucement. Sur live là. mais du coup, ouais, c'est quoi les... Parce que c'est vrai que c'est une question que tu te poses, parce que tu dis je vais lancer un produit alimentaire. Mm. Mais après, tu sais plus rien en fait. Tu te dis comment je fais pour avoir le produit, les matières premières, comment je fais ma recette, comment je trouve mon design, comment ça se passe et comment vous avez fait tous les deux pour dire ok, bah je pars sur ça. Disons qu'aujourd'hui, voilà, toi, ton pote il vient de pitcher le truc, c'est ultra cool. C'est quoi les next steps? Et pareil pour toi, Benjamin, j'imagine pendant le confinement, t'es en remote, caleçon, laptop dans la cuisine, et tu te dis à ce moment-là, comment est-ce que tu te dis, ok, je vais faire ça pour commencer à avoir mon produit? Comment est-ce que vous faites? Moi, je peux répondre. Allez, je peux vas-y, répondre, let's go. Allez, Gabi. En ce qui nous concerne, nous, la première chose qu'on a voulu faire, ça a été de tester les recettes. Ok. Ça a été vraiment faire un focus produit, au-delà de penser au packaging final, à ce à quoi ça pourrait ressembler in fine. On s'est vraiment dit, qu'est-ce qu'on développe, qu'est-ce qu'on fait? Parce que bon, c'est comme tout, il y a des millions d'options possibles. Et on s'est dit, quelles sont les recettes? Quels sont les types d'ingrédients qu'on va vouloir privilégier? Qu'est-ce qu'on va devoir bannir de la recette? Il y a par exemple une législation qui est différente entre les États-Unis et la France. Pareil, on parlait tout à l'heure des dates limites de consommation Ouais. off. Voilà, ça c'est des choses qu'il faut aussi intégrer au moment du lancement du produit, surtout quand on est sur du frais. Et donc pour nous ça a été ça. Ça a Ok. été vraiment, on se met en cuisine, on fait des tests, on fait goûter autour de nous. C'est-à-dire quand vous prenez les matières premières et vous vous dites bon allez on met C'est toi qui fabriques la première pâte C'est ça, chez exactement. toi. Exactement. Et puis on essaie d'avoir une démarche un peu pro, de lister les ingrédients, de voir en fonction des différents tests produits, ceux qui sont les plus concluants, avec les meilleurs retours. Justement de prendre les remarques qui sont souvent hyper constructives des gens qui goûtent les produits, l'odeur, le goût, la texture. Enfin, tu fais goûter à qui en premier? l'apparence. En premier, Ouais. ça a été la famille. ouais, Ok. toujours. En premier, ça a été la famille. Mais très vite, on est parti sur autre chose justement pour avoir. Alors, la famille est hyper bienveillante, ce qui est normal. Les amis, la famille, ils sont bienveillants, ils ont envie de voir le produit voir le jour. Mais nous, ce qui s'est passé aussi très vite, c'est qu'on est allé se confronter à des gens dans la rue. Je me souviens qu'avec Anthony, on s'est retrouvé devant un Monoprix, Ok. à faire goûter des bouchées à des gens qui nous attendaient absolument pas. On était en t-shirt en décembre à faire déguster des billes de cookie dough. Et en fait, je crois que c'est vraiment là qu'on s'est dit, il y a un truc à faire. Ok, d'accord. Parce que les retours étaient... Voilà, t'as le vrai retour en direct. Voilà, Le gars, il peut c'est- il mais peut tu- te dire directement te c'est dire pas c'est- bon, il s'en fout, il te voit plus. Et quoi. en plus, on le lui demandait. On Ok. lui disait, si vous n'aimez pas, dites-le. Mais tu les sors sur où les premiers produits? Parce que vous, c'est que du Made in France du coup. Ouais. C'est-à-dire que comment est-ce que c'est ça en fait, la personne qui arrive demain, qui veut lancer son produit, comment est-ce qu'elle fait pour sourcer parce que je pense que tout se joue en fait sur le sourcing des ingrédients. C'est un peu comme les vêtements, c'est le fournisseur qui fait tout le taf. Là, c'est de dire ok, comment est-ce que tu trouves les personnes qui vont te fournir en ingrédients en matière première? Vas-y, Benjamin. Ouais, je peux. Made in France peut-être un peu compliqué pour nous parce que bon, on est comme dans les épices, mais bon, le sourcing reste clé naturellement, hein, parce qu'il faut quand même que ce soit pratique. Il faut avoir le moins de fournisseurs possible. Du coup, nous par exemple, on a un fournisseur. Moi, je me suis focalisé en fait sur le volet pratique. Et directement applicable au scale. Mine de rien, si on monte une boîte, que ce soit dans l'alimentaire ou n'importe où, on a comme un focus scale à un moment ou un autre. Donc je me suis associé avec le producteur de packaging qui produit tout ce qui est la baleine, etc. notamment. Donc aujourd'hui, je peux en produire 20 000 avec lui, mais je peux en produire 2 millions également demain si j'ai envie. Donc au moins, au niveau des chaînes de prod, je suis plutôt peinard. Et pareil pour tout ce qui va dans le pot, donc les épices. Au niveau du sourcing, je me suis mis avec un fournisseur qui travaille en gros avec Knorr, Maggi, etc. Donc il a aussi des grosses capacités finalement et des grosses épaules. Ça, c'était mon premier focus, très important pour moi parce que sinon on pioche et on essaye à chaque fois de rattraper le temps perdu au niveau de sa chaîne de logistique, et ça c'est un calvaire. Si au moins ça on peut déjà se le mettre de côté et bien d'avoir géré ça en amont.
t'es plus peinard par la suite, quoi. Mais ce genre de type, quand tu vas le voir, il te demande pas un minimum de vente, il te demande pas. Si, bien sûr, il a des envies, des espérances. Lui, je veux dire, des mecs comme ça, bon, je ne citerai pas le nom, mais le mec qui fait le packaging, par exemple, c'est par le million normalement qu'il produit ces boîtes, tu vois, donc il faut lui vendre un certain rêve, quoi, et lui raconter, bon, aujourd'hui, nous c'est ça, mais en fait, demain, c'est 5% du marché. T'avais 0 et tu viens de lui dire, écoute, bon, moi, pour l'instant, on a 0, mais t'inquiète pas, c'est une demain, bonne négo. C'est à peu près ça, quoi. Ouais, c'est de la drague, hein, mais in fine, en fait, bien sûr qu'ils ont déjà des clients, mais bon, toujours un client de mieux, c'est toujours bon pour tout le monde, donc même pour eux, hein, et puis in fine, si moi je réussis mon pari, et en fait, je lui prends 3 millions de boîtes par an, quoi, donc il est content aussi de m'avoir, quoi. Donc c'est aussi une question de flexibilité. Lui, les chaînes de prod, il les a, voilà, ça coûte un peu plus cher, hein. Moi, aujourd'hui, produire une boîte me coûte naturellement beaucoup plus cher que si j'en faisais produire 3 millions, quoi. Bien sûr. C'est logique, hein. Donc voilà, j'ai C'est un hâte pari sur l'avenir. j'ai hâte d'arriver à 3 millions de boîtes, comme ça au moins ce sera moins cher Tu m'étonnes. par boîte. On te le souhaite. Mais c'est un pari effectivement pour lui et pour moi. Voilà, mais pour lui, bon, c'est moins de risque. Mais si vraiment son partenaire fonctionne, il est content. Il a un nouveau client qui fonctionne et qui lui commande 3 millions de boîtes par an, quoi. Et pareil pour le fournisseur dedans. Après, tout ce qui est par exemple la composition, etc. Là, par contre, c'est du sur-mesure. Là, je le laisse pas faire. Je sais exactement ce que j'ai envie d'avoir dedans. J'ai une certaine affinité avec les goûts. Je veux du bio, 100% bio, 100% Comment t'as fait tes naturel. premiers tests, toi, du coup, avec les épices? C'est quand même plus compliqué à... Alors, moi déjà, je sais ce que j'aime. Encore une fois, comme je disais, je cuisine beaucoup. Pour vous dire, je me suis même amusé à faire un mini livre de cuisine en interne que j'ai pas imprimé ou vendu, mais Ce sera ton futur e-book sur le site. Voilà, c'est ça. C'est mon e-book, hein. Toutes les recettes que vous voyez sur Instagram, en fait, c'est moi qui les fais, c'est moi qui les cuisine, et c'est même moi qui prends les photos, pour vous dire. Donc tout ce volet-là, moi j'y comprends quand même quelque chose, ou du moins je pense y comprendre quelque chose. Et du coup, je sais ce qui va bien avec les œufs, je sais ce qui va bien avec les légumes au sens large. Et puis je sais aussi, par exemple, comment bien mixer le fenugrec avec le curcuma ou des choses comme ça. Et du coup, je vais aller le voir, finalement, ce fournisseur, et on se fait 3 jours de bouffe, finalement, sur place, et on mange, on déguste, on fait des tests sur les compositions. Voilà, maintenant, est-ce qu'on met 6% de sel, 4% de fenugrec, etc. Ça, justement, c'est les tests en interne qui sont faits, et les mélanges, et puis après, on trouve la recette parfaite pour que, justement, c'est le meilleur équilibre possible, quoi. Ok, donc, Voilà. mais comment tu fais pour le sourcer? C'est Google, tu vas le chercher comment? Ce mec-là, tu c'est tapes fournisseur Knorr sur Google, je vais contacter, comment ça se passe? En fait, ça c'est peut-être la phase la plus ennuyeuse, la plus chiante du travail en amont, mais ça fait partie en fait du screening en amont et de tout le travail que tu dois faire en amont avant de créer la boîte, ne serait-ce que le benchmark, etc. Bon, je vous ai dit que je suis allemand, donc j'ai un côté un peu cartésien, un peu carré, donc j'ai sourcé tous les concurrents. J'ai un Excel absolument magnifique qui est aussi grande que ma maison, pas si grand que ça, du coup, mais quand même assez large. Et j'ai fait pareil pour les sourceurs, donc je me suis renseigné. Effectivement, tu vas creuser, hein. Après, c'est sûr qu'en tapant sur Google fournisseur épices, tu vas très rapidement tomber sur autre chose, donc il faut quand même farfouiller un peu plus les méandres de Google. Mais tu trouves, hein, c'est des choses qui se trouvent, et puis en fait il faut regarder la concurrence, hein. La baleine, je sais que finalement moi je voulais un packaging en carton très très coloré, donc j'ai regardé la baleine, bon, c'est quand même quelque chose de très similaire, comment est-ce qu'ils ont fait, je regarde en farfouillant un peu, tu vois que tu trouves le fournisseur en fait. Voilà, c'est un peu chiant, hein, c'est sûr que c'est pas marqué sur la une du Figaro, quoi. Il faut chercher, quoi. Et combien de temps de R&D pour vos produits à tous les deux, Camille? Combien de temps de recherche-développement pour te dire ok, il est prêt, il part? Je pense qu'entre les premiers tests et le moment où on a validé la recette, sachant qu'elle évolue, hein, elle Bien continue sûr. d'évoluer, Ok. mais entre le tout début et le moment où on a sorti le produit fini, enfin on a arrêté la recette, il a dû se passer 4-5 mois. Ok. Mais du coup c'était un pipe de 4 recettes différentes. Ah oui, d'accord, vous êtes parti On sur a travaillé plusieurs sur- recettes voilà, tout à dans fait. un premier temps. Ok. On a fait la recette de base en premier, donc l'original cookie. Et ensuite on a décliné en essayant d'avoir les meilleurs parfums pour accompagner. Exemple, fais-nous baver un petit peu là. Pistache, Ok. Ouais. pour ceux qui aiment, une tuerie. Spéculoos Ok. et praliné, éclat d'amande et de noisettes caramélisées avec des pépites de chocolat noir. Je pense que les personnes qui écoutent ou qui écoutent et qui regardent, ils vont dire putain, là t'as 3 Ils commandes ont qui sont l'eau à la parties là. bouche, ouais. Ok, top. Et toi, du coup, Benjamin, combien de temps de R&D entre
Les premières recherches et le premier test. La boîte officiellement a vu le jour en fait le 20 juillet 2020 et du coup le temps de développement était de grosso modo 3 mois pour tout. Packaging, développement des produits et mise sur marché. Quoi. Ok. Test produit, packaging et tout ça, 3 mois. C'est tout, bien, ouais. enfin, ça me semble. On a fait express. J'ai fait express. Moi, l'idée était d'arriver sur le marché avant Noël. Ok. Et j'ai vraiment voulu donner une grosse cadence au développement parce que d'une part, je voulais pas me perdre trop de temps entre guillemets. Bien sûr, ouais. J'avais choisi la boîte que je voulais faire, donc j'y suis allé. Et je me suis lancé droit devant et puis on fera des erreurs peut-être mais au moins j'ai fait les choix que je voulais faire que je voulais prendre et puis après le développement des produits, encore une fois j'ai fait tester à beaucoup de gens, j'ai eu la chance d'avoir un partenaire qui source mes produits, qui a aussi un département R&D en interne où on a justement pu faire les tasting days dont je vous ai parlé justement. On a pu vraiment pendant 3 jours déguster tout ça et finalement trouver la recette parfaite aussi grâce à ça et les ingrédients parfaits. C'est aussi, je veux dire, les épices, les herbes, c'est farfelu le nombre de références qu'il y a. Quand on rentre dans le bâtiment là de mon partenaire qui est à Strasbourg, ils ont un mur, ils appellent ça le mur les 2000 épices parce qu'il y a 2000 épices, littéralement c'est un mur en verre qui monte à 60 mètres pratiquement, il y a des escaliers et on a le droit de monter et tout sentir. Donc il y a une 50aine de poivres différents, il y a une 30aine de fenugrec différents, enfin c'est complètement dingue. Et du coup effectivement c'est là où on va piocher, choisir aussi et faire la meilleure composition possible finalement. À l'heure actuelle, combien de références vous avez ? Là on en a 6, Ok. on a œufs, pasta, avocats, légumes, poissons et poulet. Donc c'est un focus sur la recette entre guillemets du quotidien, plus basique. Hein. Donc vous trouverez pas chez nous, vous trouverez jamais chez nous du curry, du tagine, du couscous, parce que nous c'est un focus sur la recette en moins de 30 minutes du lundi au dimanche. On n'a pas envie de complexifier finalement l'usage des épices en cuisine. Moi par exemple j'adore le curry, mais là ce soir, bon déjà il y a le match de l'Allemagne. Ah pardon. C'était match de l'Allemagne ou l'équipe de France Mais du coup, voilà, vous reviendrez en arrière de nos auditeurs. Mais du coup j'ai pas le temps de me faire un curry. Voilà. Je vais me faire une plâtrée de pâtes ou des choses rapidement faisables en cuisine. Et c'est tout le focus finalement dans nos mélanges d'épices. On se focalise sur une aide culinaire. Commis, ça vient de là. Commis, c'est commis de cuisine. Okay. Voilà, donc c'est vraiment l'aide culinaire. Et du coup, voilà, les 6 gammes aujourd'hui sont faites pour ça. On en a 4 autres qui sortent mi-juillet. C'est barbecue, c'est viande épicée, c'est salade et c'est pommes de terre. Et puis en septembre et en octobre, on aura 5 nouvelles qui sortiront. Et on va essayer de vraiment cadencer les sorties pour avoir le maximum de sélection possible. Et offrir finalement une vraie alternative crédible à tout ce qui est cook et ducros justement. Voilà. C'est ultra intéressant, franchement. Ouais. Mais à vous deux, en fait, je suis un grand. Mathieu, il le sait, qui est derrière la cam. Je suis un grand fan de design bien fait et de packaging. Et de toute façon, on mettra les images, enfin Flo mettra les images dans la vidéo des packaging, mais en fait, que ce soit Cookie Dog ou bien Commis, c'est vraiment des beaux packaging parce que voilà, une fois que vous avez trouvé la recette, vient le moment du packaging. Vous avez vu la transition un peu, c'est pas mal. Vient le moment chapitre packaging. Du packaging. Comment est-ce que vous sourcez le designer ? Comment est-ce que vous sourcez la personne qui vous fait je pense que vous l'avez un peu expliqué, mais comment est-ce que vous faites pour... comment vous bossez en fait le packaging du produit ? C'est quoi les réflexions qu'il y a derrière ? Camille. Écoute, il y a plein de... Beaucoup de politesse ce soir, beaucoup de politesse. Ouais, tout à fait. Il y a plein de choses derrière. Nous, on a eu la chance d'être accompagnés sur justement la mise en place du packaging, sur la création de la marque, du logo. On a justement le père d'Anthony qui est spécialiste de la marque. Et on a eu un... Ouais, ça aide. Ça c'est sympa. Ça c'est vraiment sympa. Donc Jérôme nous a accompagnés là-dessus. Et on a eu Angus Sinclair qui est un super designer qui nous a fait le logo. Ça a pris beaucoup de temps parce que déjà... On n'était pas sûr de la marque au départ et ça a évolué. Cooks devait s'appeler Cookie initialement. Okay. Et d'un point de vue juridique, Cookie était un petit peu trop proche de Cookie. Donc bon, on est parti sur Cooks et au final, avec le recul, on est plutôt content, voire très content. Et voilà, en fait, le logo, ça a pris peut-être 2-3 mois, voire même 4 à sortir. Et le packaging, en fait, il a découlé de la stratégie qu'on voulait avoir. Quelque chose d'épuré et en même temps de coloré. De la simplicité, de la gourmandise. Voilà, on a essayé de le faire
un peu à l'image de la marque qu'on Ok. voulait avoir. Et les éléments après que tu mets sur ton packaging, parce qu'il y a pas mal de. Tout à l'heure on parlait de DLC, tu vois, Ouais. ça c'est des éléments qui sont obligatoires maintenant, on le sait sur le packaging, il y a pas mal d'autres choses. Des valeurs nutritionnelles, si je dis pas de bêtises, il doit y avoir d'autres trucs. L'aspect légal, ouais. Voilà. La liste d'ingrédients. Comment vous trouvez ces infos? Comment vous faites je sais qu'il y a des tests en laboratoire à faire pour valider ton produit en DLC 10 jours par exemple. Comment vous faites ces étapes-là de ton côté? Alors, nous, de notre côté, ça a été beaucoup d'aides reçues au fil du temps. En fait, on a cherché justement à savoir quelles étaient les informations à faire apparaître sur le packaging. Une fois qu'on a eu toute cette liste d'informations, on est allé les chercher à droite à gauche. Donc, par exemple, les consignes de tri. Les consignes de tri, c'est très réglementé, il ne faut pas se louper, autrement, on peut vite se faire taper dessus. C'est vrai. La DLC, pareil, c'est quelque chose qui est hyper important et qu'on ne peut pas se permettre de zapper sur un packaging, surtout quand on est sur du frais. C'est une DLC de combien de temps que vous avez? Excuse-moi. Alors nous, sortie de production, 45 jours. Ok, d'accord. Ok. Donc c'est quand même, Assez long, ouais. c'est quand même assez long. Sympa, ouais. Pour du frais, c'est quand même DLC de 2 ouais, jours, hein, de 3 jours. Moi j'avais 7. Dommage. plus compliqué. Ouais, complètement. Mais Mais- 45, ouais, mais ça reste quand même des produits frais, donc bien sûr, mais Tout à fait. c'est jouable, ok. Donc bon voilà, après, au Et, fil du et- temps, et après, il faut quand même les compiler sur ton packaging et tout ça, donc c'est. ça demande du temps aussi. Moi, je me souviens que le travail avec la graphie, justement, pour compiler toutes ces infos sur le design, pour que ce soit, que ça reste joli, que ça reste avec l'harmonie de ton produit, que tu vas assez épuré et tout ça, c'est quand même du taf. C'est comme, je sais pas, c'est pas Ouais. c'est des problématiques que vous avez rencontrées ou tout a peut-être découlé facilement, pardon. Pour nous, ça a pris du temps, Ok. mais avec le recul, on a bien fait d'y passer du temps. On voit le résultat du début et le résultat qu'on a aujourd'hui. Et on se dit, bon, on est plutôt satisfait du travail. Donc il y a pas mal de monde qui nous a accompagnés là-dessus, notamment l'une de nos associées actuelles qui s'appelle Gilliane, qui a bien bossé sur le packaging et qui nous a aidé justement parce que le pot n'est pas très grand non plus. Je vois que c'est pareil de ton côté, c'est pas non plus des packagings qui sont gigantesques. Ouais. Et donc l'une des vraies problématiques, c'est de faire comprendre ce qu'est le produit, le mettre en avant et intégrer toutes les informations à faire apparaître. Et ça, mine de rien, c'est pas si évident que ça. Ok, j'avoue. Et est-ce que quand vous faites le packaging, vous pensez à des problématiques de transport, de stockage ou pas du tout? Oui, c'est toujours important. Hein. Il faut tout dépend comment tu le transportes et combien de distance il doit parcourir. Mais t'as surtout si tu vends en GMS ou en grande surface, il faut par exemple tout ce qui est l'inviolabilité, etc. pour que les gens puissent pas tripoter le produit à l'intérieur. Enfin, les gens sont curieux en supermarché. Hein. T'as une petite opercule sous le truc? Il n'y a pas d'opercule, mais il y a un strap d'inviolabilité Ok, d'accord. qui est pas sur celui que je vous ai apporté, mais qui est sur le packaging en vrai. Ce genre de choses c'est obligatoire parce que en grande surface c'est pas des épiceries fines quoi, donc les gens sont curieux. Vous serez étonné du taux de casse qu'il y a dans n'importe quel rayon de supermarché juste à cause de ça quoi, parce que les gens tripotent ce qu'il y a à l'intérieur quoi. Donc ça devient invendable in fine parce que c'est dénaturé quoi. Donc surtout les glaces etc, ça va être pareil quoi. Si les gens commencent à regarder ce qu'il y a dedans. Donc ouais, là-dessus il faut faire attention ouais. Et puis après, sur tout ce qui est réglementaire, en fait, toi tu parlais de la DLC, nous c'est de la DDM, donc anciennement DLUO. Mais c'est quoi? En fait, nous on n'est pas périssable, on est dans les épices, donc nous c'est une date conseillée. Là c'est à 2 ans, nous. C'est toujours consommable après, mais il est conseillé de le consommer avant. Quoi. Oui, en gros, c'est tu perds plus en goût et choses comme ça. C'est ça. Tu ne trompes La pas, tu qualité tombes pas du malade. produit, etc. Mais comme c'est pas périssable, en fait, les épices, ça se tient 10 ans. Mais in fine, pour qu'il y ait un maximum de goût, un maximum de qualité, on conseille toujours de le consommer avant 2 ans. Voilà. Après nos épices, il y a une cinquantaine de grammes dedans. Faut quand même ne vraiment pas les consommer pour les avoir pendant 2 ans dans son armoire. Et alors, comment elle se détermine cette DLUO de 2 ans quand tu n'as pas encore, par exemple, les 2 ans d'activité? Comment le labo ou la personne avec qui tu bosses détermine, ok, ces épices-là, on peut les conserver 2 ans, C'est des tests qui ont été faits, qui en fait c'est un historique aussi, Okay. C'est un comparatif de marché. Tu regardes aussi ce que d'autres font sur le marché. Voilà, c'est en moyenne 2 ans. Hein. Je reprends les marques traditionnelles en GMS, c'est à peu près ce qu'ils font aussi. Voire un peu plus long, voire quelques-unes beaucoup plus longs. Les marques distributeurs par exemple, qui vont justement aussi optimiser les quantités qu'ils peuvent produire, donc aussi la durée à laquelle ils peuvent la garder.
Et puis après, encore une fois, moi j'ai un fournisseur, j'ai la chance d'avoir un fournisseur qui peut me conseiller là-dessus, avec lequel je peux travailler, et lui il sait ce qu'il fait, donc il me valide ces dates-là, il en porte la responsabilité notamment aussi, et tous les tests qualitatifs, gustatifs, mais aussi au niveau de tout ce qui est santé, sécurité et sanitaire. C'est est lui qui fait, se porte garant de tout ça, entre guillemets. Absolument, vu que je travaille avec lui pour ça, et du coup notamment tout ce qui est les tests sur la salmonelle, enfin des trucs comme ça, la bactérie la plus caractéristique en alimentaire. Tu dois avoir la même problématique, j'imagine, surtout en frais, mais tous ces tests-là doivent être réalisés, et quand tu es une petite start-up, tu n'as pas les structures en interne pour le faire, donc il faut avoir un fournisseur ou alors un labo sur le côté qui les fait, parce que sinon tu peux pas vendre. Ok. Et toi, comment C'est s'est notre passée cas. la réflexion sur le packaging? Parce que c'est des beaux packaging que tu as aussi. C'était quoi la réflexion, l'envie, ton envie en fait de voir que tu voulais voir en fait sur tes paquets quoi? Moi, j'avais une envie de couleur, j'avais envie et surtout de changer en fait par rapport à ce qui est aujourd'hui sur le marché. Aujourd'hui sur le marché, n'importe quelle entreprise, en fait 95% de ces entreprises ont le même packaging. C'est un tube en verre ou en plastique transparent avec une étiquette toute simple dessus, sans beaucoup d'informations, qui ne donne pas vraiment envie. La seule information qu'on a dessus, et à 95% du temps, c'est de père en fils depuis 1821 ou le voyage aux Indes. Voilà. C'est la seule info qu'on peut trouver dessus. Et du coup, moi, je me suis dit, bon, ras-le-bol de tout ça, on va faire un truc peps, un truc pop, un truc coloré, avec des indications culinaires dessus, avec une simplicité d'usage. Là, si la personne ne sait pas lire, au moins, elle sait regarder l'image, quoi. Et un œuf, voilà. C'est à utiliser pour les œufs. Et c'était l'idée, quoi. C'était guider la personne, lui donner une direction en cuisine, quoi. C'était ça ma vraie réflexion. On a travaillé avec un designer aussi dessus. Ça a été un peu plus rapide effectivement nous, parce que comme je vous l'ai dit, ça a pris 3 mois pour sortir l'ensemble, donc j'ai vraiment essayé de cadencer le travail en pré-mâchant notamment, parce que je savais quand même ce que j'avais envie d'avoir. Ceci étant dit, c'est une V1 et du coup on parle un peu d'itération. Ça fait partie aussi pour moi de la vie d'une start-up de faire des itérations. On a fait produire X nombre de produits pour la première version des 6 étiquettes, et là avec la sortie des 4 nouvelles gammes qui vont arriver d'ici mi-juillet, on a une nouvelle étiquette qui arrive, et justement là par exemple c'est un peu pastel ce que vous voyez, et là du coup ça va vraiment être pop, assez flash. On va utiliser plutôt un papier moins mat mais plus brillant, et on va le rendre encore plus compréhensible, encore plus fun, et du coup on a un peu changé l'approche, mais justement voilà, c'est notre seconde itération du produit qui va accompagner notre croissance, voilà. Ça s'appelle comment une personne qui s'occupe c'est un designer packaging? C'est quoi le nom de la personne? Graphiste, Graphiste. designer, Ok. Parce qu'il y a un créatif. Ok, il n'y a Un pas besoin que ce créa- soit quelqu'un qui est spécialisé dans le packaging. Tout dépend de ce que tu lui demandes en fait. Ok. Si tu lui demandes l'intégralité du packaging, et si tu lui demandes en fait voilà une feuille blanche, démerde-toi entre guillemets, voilà à peu près ce que j'ai à raconter sur ma marque et ce que j'y vois, et lui il imagine autour de tout ce que tu lui viens de raconter, autour du storytelling, un packaging et une identité de marque autour, parce qu'en fait c'est bien en amont, il y a plein de trucs, il y a la charte graphique, il y a l'identité, il y a la charte d'identité quoi, entre guillemets, la plateforme de marque en fait, qu'il faut créer en amont. En fait, tu as les étapes, tu as plateforme de marque, ensuite tu vas créer un logo, tu as une charte graphique qui va naître autour, ensuite tu vas créer l'étiquette autour. Toutes ces étapes-là, en fait, il faut les créer, et il faut être avec des storytellers, avec des designers, des graphistes. En fait, tout dépend de ce que tu vas lui demander. Si tu lui demandes juste de retoucher une étiquette et de changer un peu les couleurs, la disposition des éléments, là tu vas avoir un graphiste plus qu'autre chose, parce que c'est plus junior et moins cher, quoi. Et si vous pouvez disclose, ça coûte combien de faire tout ça pour se lancer? Camille Ça peut coûter cher, mais en même temps, c'est un investissement sur l'avenir. Clairement, bien sûr. C'est de se dire, j'ai le bon logo, j'ai le beau packaging qui va plaire et qui va permettre d'intégrer la marque dans le temps, et voilà, d'éviter que le produit tombe vite en désuétude. Pour moi, c'est un investissement capital au lancement de la boîte. Ok. Et si vous deviez donner une fourchette de prix, les vôtres précisément, mais pour que les personnes qui nous écoutent, qui veulent se lancer, qui se disent attends, ça va me coûter certainement tant d'arriver. Ouais, ça dépend beaucoup, mais. c'est entre 0 et 100 000. Ok. Voilà. C'est une bonne fourchette. C'est une très grosse fourchette. Non, mais en vrai, tout dépend. Si tu prends, moi, je suis tombé sur des gens certainement très compétents, mais qui demandaient des sommes absolument farfelues.
et qui m'ont dit ok, je te fais les 6 étiquettes, l'identité de marque, la plateforme de marque, etc. et tu me donnes 60 000 €. Je dis je suis une start-up en fait. T'es gentil, j'ai quand même d'autres choses à faire de mon argent actuellement. Il faut que ce soit raisonnable pour tout le monde, quoi. Et bon, du coup, ça l'a pas été, donc tu rebascules sur d'autres personnes qui sont tout aussi compétentes, mais en fait qui ont aussi compris que travailler avec une start-up, ça doit coûter moins cher. Donc voilà, nous on avait les fourchettes des devis, ça tournait entre... là, si on parle juste de l'étiquette, l'étiquette, la charte graphique et par exemple le logo, donc ces 3 éléments fondateurs de l'image de marque, finalement, ça peut tourner entre 5 et 15 000 €. C'est les devis qu'on avait environ eu et on a pioché dedans, quoi. Et on n'a même pas fait tout avec on a un peu fait mélanger, on a un peu fait des mélanges, des collages. Puis après, tu as toujours des amis qui sont quelque chose. Nous, on avait une amie, Camille, qui est storytelleuse et qui nous a aidé sur cette étape aussi primordiale, finalement, raconter l'histoire, ou du moins, je savais la raconter, mais formuler le storytelling qui va ensuite permettre au packaging d'en découler et à l'histoire finalement de naître visuellement, quoi. Donc, mais ça c'est beaucoup plus cher par contre. L'histoire de plateforme de marque, si on fait vraiment tout écrire par un spécialiste, par un professionnel, là, et qu'on se le fait pas seul d'une part, ou qu'on s'aide pas avec quelqu'un qu'on connaît, bon là il faut mettre 25 000 € sur la table, quoi. Oui, de toute façon je pense qu'il y a plein de choses que tu fais un peu toi-même au début. C'est vrai que les étiquettes, ça semble compromis de le faire tout seul, mais bon. Ouais. Les étiquettes, je pense que c'est le seul truc que tu dois pas faire tout seul, sauf si t'es des graphistes et que tu t'en occupes. Parce que si tu te forces sur les étiquettes... Parce que toi, du coup, Camille, comment t'as fait au niveau de la DLC, de l'étiquette, tout ça, vu que là, vous êtes sur un produit frais, 45, je voulais juste revenir sur ce truc-là, mais 45 jours. Qui détermine de ton côté t'as fait les tests en labo Exactement. On est passé par un laboratoire d'analyse alimentaire et en fait, on fait ce qu'on appelle un test de vieillissement. Et donc le test de vieillissement, c'est en gros l'équivalent de la DLC que tu demandes en labo, suivi d'une période d'analyse, donc pour étudier la faune bactériologique dans le produit. Si les résultats sont concluants, la DLC est validée. Autrement, il faut refaire des tests, adapter la recette et repartir de zéro. Ok, et tu peux donner un ordre de prix, une fourchette pareil à peu près? Écoute, nous on a plusieurs recettes. J'ai le souvenir que c'était un budget de 150 € pour l'étude d'un produit. Oui, ok, d'accord. Voilà. Ouais. Après, je pense que les grosses entreprises en envoient par centaines tous les mois pour essayer justement d'avoir des meilleurs DLC. Oui, parce que de mémoire, moi aussi je l'avais fait pour LT, mais en fait c'est un truc que par exemple, c'est toi qui dis ok, je veux faire un test sur 40 jours. Exactement. Et si tu t'es raté et que ton produit il était bon mais qu'à 37, bah c'est pour ta pomme, faut relancer un test en fait. C'est exactement ça. Okay. Et tu dis pas non mais les gars, du coup c'est 37, tu peux mettre 37 sur ta DLC. Bah non, parce qu'ils font pas le test à 37, ils attendent vraiment 45 et on dit à 45, ok, on fait le test et on voit ce que ça donne. Et du coup là c'est parce que vous êtes allé chercher 45, vous avez pas réussi à faire 46 Alors, ou... Non, on a commencé par 30. Ok. On avait validé 30. D'accord. Les résultats étaient hyper bons, il n'y avait aucun problème et on a demandé au laboratoire s'il était possible de faire plus. On est passé à 45, ça a été validé, donc génial, et on nous a même proposé d'aller encore plus loin. Dans un souci de conserver la qualité du produit, on se dit 45 jours c'est déjà génial, les produits ne sont pas altérés du tout, nous on a fait les tests et on a même poussé, parce que effectivement les tests on peut aussi les faire en interne avant. C'est pas officiel mais c'est pour toi quoi. On les fait en interne, on goûte les produits et puis on voit ce que ça donne. Et on a poussé des produits jusque 2 mois, il n'y a rien qui bouge. Parce que c'est au congèle, du coup c'est au frais frigo? C'est au réfrigérateur. Ok, d'accord. En fait c'est température positive, donc entre 0 et 8. Voilà. Ok, d'accord. En fonction des recettes. 45 non, jours là. Pas en fonction des recettes, mais en fonction du stockage. En général, c'est 0,4. Ok. Et alors, bon, je change complètement de sujet parce que je viens de penser à ça. La logistique, l'entrepôt, comment vous faites tout ça de ton côté Tu parlais tout à l'heure de vous avez commandé directement tous vos produits d'un coup, si j'ai bien compris, toi? Alors moi, de mon côté, on a commandé... en fait, comme je travaille avec... c'est un peu aussi le volet négatif, donc il faut faire attention avec qui on travaille. D'une part, moi, je voulais travailler avec des personnes qui ont des grosses épaules pour justement pouvoir scale plus simplement et plus tranquillement. Mais ça veut aussi dire qu'il faut commander directement 10 000 unités, voire plus. Et du coup, ça implique naturellement une certaine logistique.
Après voilà, moi dans mon fonctionnement, j'ai 3 sous-traitants principaux, même 2 maintenant pour être tout à fait franc. Vu Le que troisième vient d'apprendre qu'il est plus la partie. c'est ça, voilà. Parce que le conditionnement, je le réinternalise autre part. Mais du coup, effectivement, au niveau de cette logistique, c'est très pratique pour moi. Parce que c'est quasi autogéré et c'est un bon flux pour moi. Donc, Comment ça se passe concrètement? Tu passes la commande avec donc, ton fournisseur. Ah oui, il y a des commerciaux, je passe la commande. Lui stocke. Attends, alors, on fait produire entre guillemets du coup la composition in fine par exemple Ok. des épices. Ensuite il y a la production du packaging, et c'est ça ce qui prend le plus longtemps. Parce que c'est du sur-mesure total, donc ça prend un peu de temps. Ensuite, il y a le conditionneur qui va tout mettre en boîte. Et puis après, effectivement, pour le stockage, la première version qu'on a faite là maintenant, finalement, qui se termine maintenant, on a stocké là chez un proche qui a un entrepôt juste à côté du siège social, donc c'est très pratique pour nous. On a naturellement fait conditionner dans des conditions qui sont agréables pour les GMS et GSS, donc par des colis. Ça aussi, il faut faire attention selon le marché dans lequel tu te situes. Il faut faire des colis de X nombre de produits. Nous, par exemple, c'est par 6, 2 x 3. Donc si tu ne fais pas conditionner par 2 x 3, ils ne sont pas contents. Et puis ça va pareil pour l'été. Pour n'importe quoi, donc il faut bien faire attention à comment tu conditionnes ton conditionnement secondaire, quoi. Et puis après, pour tout ce qui est dispatchement, tu as plein de petites entreprises, soit des startups ou alors des petits logisticiens, si ce n'est ton conditionneur. Mon conditionneur initial pouvait le faire également, et qui t'envoie les colis en B2B et en B2C. Ouais. Absolument. Aujourd'hui, nous on fonctionne un peu différemment parce qu'on fait beaucoup de directs. On a une centaine de clients en direct, principalement des magasins bio, épicerie fine. Du coup, là pour l'instant, il y a beaucoup de rotation sur le terrain. Mais in fine, on va mettre en place, notamment pour tout ce qui est central d'achat, qui vont arriver très bientôt. Et là, du coup, par contre, ça va directement partir du conditionneur parce que je vais pas m'amuser à envoyer moi-même 2 palettes, par exemple. Ça va partir par le conditionneur directement. Et tout ce qui est en petite quantité et qui va concerner, entre guillemets, nos commerciaux sur la route, ces commerciaux, que ce soit les agents commerciaux indépendants ou des commerciaux en interne, eux, ils vont avoir des produits, ils vont pouvoir tourner avec, quoi. Ok, d'accord. Et si moi, là, je commande sur le site, ça part d'où ? Alors ça part de chez notre conditionneur. Ok. Voilà, en direct, un petit paquet qui part, quoi. C'est un packaging qui a été travaillé par toi, du coup, c'est un packaging. C'est-à-dire que je les reçois comment ? Si je commande sur le site, comment je reçois le pack de. Tout dépend de ce que tu commandes. Là, le pack de 5, alors la raison pour laquelle il y a un pack de 5, normalement c'est les 6, mais vu qu'on arrive à la fin de nos stocks et que d'ici 2 semaines, il y a les nouveaux qui arrivent, là, on n'a plus d'avocat malheureusement. Donc pour l'avocat, il faudra attendre les nouveaux stocks. Mais le pack de 5, il arrive dans un petit carton brandé avec commis, bien emballé dans du papier bulle pour que ça casse pas, quoi. Et juste sur un truc que j'ai pas bien compris, mais alors la partie, le conditionneur, il s'occupe de mettre l'étiquette sur la petite boîte. Non, alors aujourd'hui c'est du sur-mesure, ça sort comme ça de la chaîne de production de mon partenaire. Ok, d'accord. C'est des tubes en fait. L'étiquette est directement apposée dessus, il coupe ensuite ici en bas, il va sertir avec un fond en fer. Et puis après, ça arrive avec le couvert chez le conditionneur. Ok, donc c'est vraiment du packaging sur mesure et lui s'occupe de tout faire. On va changer par contre ça. On va changer pour une raison assez simple. Aujourd'hui, effectivement, les quantités qui sont demandées, mais du coup, ça fait aussi partie des itérations, encore une fois, et des petites erreurs qu'on a fait au début. Aujourd'hui, les conditions de recommande, etc., sont trop intenses, entre guillemets, pour nous, notamment pour tout ce qui est cash flow, parce qu'il ne faut pas oublier, nous, on est dans un business de GMS, donc de B2B. La facture, elle est payée à 60 jours. Il faut avoir suffisamment de cash flow quand même pour pouvoir aussi reproduire, ou alors tu fais de la facturage avec les banques, mais tu perds pas mal de pourcents dessus, etc. Donc il y a aussi ça à garder en mind. En gros, on va en parler juste après. Ouais, on va en parler, parce que c'est une vraie thématique. Non, mais c'est une vraie thématique. C'est d'ailleurs un des problèmes, je pense, quand tu commences à te lancer, que tu as une petite startup et que tu n'as pas les épaules, comme tu as dit, en termes de trésorerie. Donc je suis carrément chaud d'en parler un tout petit peu après. Voilà. Mais du coup, voilà, c'est du sur-mesure. Aujourd'hui, on va changer un peu. On va faire des
on va faire les mêmes cartons, mais neutres entre guillemets, et c'est le conditionneur qui va poser une étiquette quasi pleine, à 95% pleine, via une étiqueteuse. C'est assez simple, hein. Il y a des étiqueteuses machines qui vont poser ça, et du coup on aura un peu plus de flexibilité au niveau du carton, parce que du coup on peut commander 20, 30, 40 000 de boîtes neutres, et puis on met ce qu'on veut finalement dessus. Donc si on a besoin de 10 000 avocats parce que ça cartonne, tant mieux, on met 10 000 avocats dessus. Et puis, oui, tu peux mieux gérer en fonction de chaque référence l'étiquetage dessus. Ok. Absolument. Et de ton côté, Camille, comment ça se passe du coup pour le conditionnement Alors le conditionnement, nous on fait faire des packaging chez des fournisseurs et de couvercles et de pots. Ok. Donc, fournisseurs différents des deux ? Fournisseurs différents des deux. Ok. Le fournisseur des couvercles est français, le fournisseur des pots est anglais, pour la simple et bonne raison qu'on n'a pas trouvé en France. Ok. Donc voilà, on parlait du sourcing tout à l'heure. Il y a des fois, malgré le temps passé, on se rend compte qu'il y a des pénuries sur certaines offres, dont les pots pour nos recettes de cookies dough. Pourquoi c'est quoi le pot que tu recherchais que tu trouvais absolument pas ici? C'est une taille qui est pas faite ici en France, c'est quoi? Alors, je pense qu'on n'a pas les machines en France pour proposer justement ces formats-là. Nous, on était arrêtés effectivement sur un format bien particulier. On voulait justement un pot qui tenait plutôt bien dans la main et qui permettait d'avoir la quantité parfaite. Puisque ça se mange à même le pot. Oui, exactement. Ok. Exactement. Ouais, j'en ai quelques-uns. Je vais pouvoir vous montrer. Ouais, carrément, avec plaisir. Tu peux en sortir un, c'est trop cool. On vous mettra de toute façon les images sur la partie YouTube. Si vous êtes sur Spotify ou les plateformes audio, je vous invite à aller vous abonner sur la chaîne YouTube. Voilà. Alors ça ressemble à ça. Ok, top. Donc c'est des petits pots qui sont, comme je le disais tout à l'heure, sobres, colorés. Et voilà, un format adapté pour le côté snacking. Et donc voilà, les couvercles sont faits en France, les pots en Angleterre. Les couvercles qui sont en haut. Le couvercle qui est juste là en haut. Ouais. Ok, d'accord. Tu sais pas ce que c'est un couvercle, toi? Non, non, les couvercles. Le grenier dans la maison, il est où, moi? Non, je pensais au. Je pensais à la cuillère. La cuillère. Ouais. Oui, on a une cuillère. Oui, ok. On a aussi une cuillère. Okay. En fait, ça se présente comme ça. La pâte est stampée du cas de la marque. Okay. Donc en fait, on retrouve le cas comme ça. Et en fait, on a une cuillère qui est... Ok, donc elle est là. Okay. Moi, c'était dans ma tête, je pensais à la cuillère. Tu pensais à la cuillère. Alors, en plus, pour le coup, la cuillère est en plastique. Okay. On n'a pas eu le choix au lancement de l'activité que d'avoir du plastique. Et on passe en 100% recyclable à l'horizon septembre. Donc ça, c'est quand même, une belle victoire. Et donc du coup, c'est deux fournisseurs différents. Comment ça se passe? Vous recevez, comment ça se passe au niveau stockage Alors, déjà il y a le stockage, mais il y a aussi beaucoup d'anticipation. Je pense que c'est une problématique que tu peux aussi avoir de ton côté, de se dire, quelles vont être les ventes à venir, qu'est-ce qu'il va falloir que j'ai à disposition, et ce en fonction du délai entre le moment où je passe ma commande et le moment où je me fais livrer. Okay. Et donc, il y a des recettes qui se vendent plus ou moins bien. Donc voilà, chez nous par exemple, la recette originale c'est celle qui cartonne vraiment. Et donc on sait qu'à chaque fois qu'on passe commande, il faut miser en grande partie sur des commandes d'original cookie. Ok, et alors du coup on est d'accord, c'est il n'y a pas d'étiquette dessus, imprimé. Ouais, tout à fait. Donc ça veut dire que tu es obligé d'avoir 4 couvercles différents, 4 boîtes, on va dire, 4 pots différents. Tout à fait. Ok. Mais, comme Benjamin le disait tout à l'heure, nous on a eu aussi la chance d'avoir des partenaires qui ont accepté de nous suivre sur ce concept-là. Ça a été un peu... négociation. Ça a été une négociation, mais ça a été un pitch d'envie, de nouveauté, d'essayer de convaincre ces fournisseurs que Cooks avait un avenir. Et ça fait 1 an que ça dure, on a passé plusieurs commandes déjà et je pense qu'ils sont relativement satisfaits du début d'activité avec nous, sachant que les perspectives sont magnifiques. Magnifiques, elles le seront, on l'espère. Trop cool. Et donc stockage, vous avez un ami pareil qui vous prête quelque chose, c'est vous qui louez, comment ça se passe tout ça? Alors pour le coup, on a... Parce qu'il y a une cuisine, un labo aussi pour vous. Oui, tout à fait. Nous on a tout internalisé, y compris les livraisons, sauf pour les plateformes de la GMS. Là, pour le coup, on est obligé de sous-traiter parce que... les volumes sont trop gros. Voilà, c'est ça, tout simplement. On n'arriverait pas à livrer des palettes entières. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on produit chez nous. Et depuis le début de l'activité, on a déménagé 2 fois déjà. On a commencé par un espace de coworking cuisine. Donc United Kitchen à Nanterre. Je les cite parce que c'était vraiment sympa et ça pourra peut-être servir pour ceux qui sont sur la région parisienne. Ensuite, on a eu... Alors, par chance... Et en même temps,
Au vu de la situation, un traiteur qui était en situation un peu délicate et qui n'avait pas d'activité, à qui on a pu louer son espace. Et là, on vient de prendre nos propres locaux. Donc on va pouvoir faire à la fois de la production, du stockage et avoir un espace de bureau. Et donc on s'installe dans le 93. Voilà, où on va pouvoir grandir un petit peu sur C'est génial, trop cool. les années à venir. Donc là, c'est tout est là-bas. Donc là, tout part de là-bas quand vous faites les livraisons entre guillemets à la mano. Tout est là-bas, tout part de là-bas. Et donc tu nous disais en off, mais un pâtissier, c'est bien ça? Tout à fait. C'est lui qui fait la mise en pot? Ouais, alors on met tous la main à la pâte. Ok, d'accord. C'est le cas de le dire. On met vraiment tous la main à la pâte et en fait, ouais, on a pris un bon rythme. Je pense que un peu à la manière des restaurants McDo quand ça a commencé, enfin voilà, ils sont mis à mettre en place des procédures pour que la chaîne de production soit la plus efficace possible. Et voilà, en fait, on a trouvé notre mode de fonctionnement. Et on arrive à avoir des cadences de production qui sont intéressantes, sachant qu'à terme, on envisage de semi-industrialiser la production pour répondre à la demande. Parce que faire tout à la main, ce serait un peu compliqué. Ouais, parce que là, du coup, vous produisez à la commande. Vous promettez combien aux épiceries ou aux GMS avec lesquels vous travaillez? Parce que c'est 45 jours, mais tu produis... D'accord. Ça va- Je vois ta question. Ok. Toi, tu parles de ce qu'on appelle la DGR, la date garantie à réception. Oui, exactement. Ok, Voilà, ouais. c'est ce qu'on garantit vraiment comme date. Aux revendeurs. Voilà. Alors, nous, on a toujours pour ambition de donner les meilleurs DLC possibles. On l'a vu notamment pendant la Covid. Il y a certaines enseignes qui ont moins bien vécu la période et qui se sont retrouvées avec du stock parce que commande passée avant reconfinement ou départ pour la province, notamment au mois de mai. Voilà. Donc nous, on essaie toujours d'avoir des DLC qui soient les plus longues possibles. En règle générale, on livre à 40, 35 dans le pire des cas. Mais on commence doucement à stocker un peu pour répondre plus facilement à la demande. Ok, d'accord. Parce qu'avant, c'était du coup, on passe À la commande, commande, production c'est et ça. ensuite, ok. Exactement. Top. C'est ouf. Moi, l'histoire comme ça, le background qu'il y a derrière, moi, ça me fait kiffer d'entendre des stories comme ça. Mais du coup, pour attaquer ensuite le point d'être payé 60 jours après, je l'attaque tout de suite parce que c'est un truc sur lequel je suis curieux aussi. Alors pour le coup, nous, c'est pas 60. Ok. Je pense qu'il y a une différence entre produits frais, produits secs. En fait, ça dépend de ton client. Hein. Aussi. Si tu travailles, en fait, faut être franc. Hein, si tu travailles avec des épiceries fines ou des magasins bio, ou même peut-être, tu vois, des indépendants entre guillemets. Donc, par exemple, tu parlais du Grand Rex, etc. Je pense qu'en fait, les mecs ils comprennent cette situation parce qu'en fait, ils vivent la même. C'est pas des mecs qui ont un 16 entrepôts derrière, etc. Donc, ils te payent à 10 jours. Enfin, ils payent quand ils payent, quoi. Donc, très souvent, ces petites structures te payent. Mais il faut quand même planifier finalement un décalage de trésorerie, notamment quand tu vas commencer à travailler avec des très gros Carrefour, Leclerc, Casino, etc. Parce qu'en fait, même si c'est pas voulu de leur part, mais il y a un décalage, parce qu'en fait, ne serait-ce que le traitement des factures, ils n'en ont pas une, hein, ils en ont des millions à traiter, donc il y a un gros décalage, du coup, il y a un décalage de 30. En fait, il y a une loi Macron quand même qui est passée, hein, ça n'a pas le droit de dépasser 45 jours. Hein, mais bon, il y a toujours des gens qui vont naturellement en abuser et faire au-delà, même si c'est plus vraiment légal. Mais bon, tout dépend avec qui tu bosses, quoi, pour le décalage. Mais vaut mieux le prévoir que de ne pas le prévoir, hein, parce que si tu comptes te faire payer au JJ plus 1 et que ta trésor elle commence à te décaler de 30 jours, c'est que tu as mal prévu ton Ça a coup, été quoi. une vraie tare pour vous? Enfin, c'était un vrai problème? Ou tu l'avais déjà anticipé, du coup Non, moi c'était anticipé. Quel Moi j'ai plaisir, toi. prévu 60 jours. Moi j'ai prévu dans mon business plan 60 jours. Dans mon cash flow, je sais très bien que c'est sur 60 jours. Et puis tant mieux s'ils me payent avant. Ok. Enfin, je leur demande dans tous les cas de me payer avant. Mais bon. Ok. Nous, on est un mois. Un mois? Ouais. Ok, d'accord. Bon, après, ça n'empêche pas d'avoir des retards de paiement. Oui, c'est après, les ça, aléas c'est les aléas. Il faut aussi s'accorder avec les partenaires qui parfois peuvent à la fois régler plus tôt et parfois demander des délais. Voilà, Ok. on s'adapte aussi aux conditions dans lesquelles eux sont, surtout en ce moment. Les plateformes de vente, c'est pareil ou pas? Les plateformes de vente, Ouais. C'est quoi? Les Frishti, les Ah, ok. Goyaz, les... étonnamment, c'est ceux qui ça paye bien. en règle. Ouais,
en règle générale, sont les plus carrés là-dessus. Ouais, Ok. parce qu'en soi, eux, ils sont payés instant en fait. Ouais. Tu passes la Ouais. commande. Bon, ils stockent quand même hein, tout ce qui est cajou, stockent. frishti, call, etc. Ils stockent Tu vois, Ok. ils achètent les marchandises en avant. Nous, ils nous achètent nos marchandises, ils les stockent, et ensuite Oui, ils les c'est vrai. vendent Ouais, ouais, c'est quand vrai, ils les bien. vendent. Quoi. Mais ils payent. Hein. Franchement, j'ai pas du tout eu de problème avec eux. Merci Non plus. encore. Mais ils commandent et ils payent. Voilà pour toutes les ouvertures d'entrepôt sans trop de problème. Quoi. Et depuis le début, là, depuis la création de ça, c'est quoi les plus grosses galères que vous, que vous avez rencontrées? Et celles que vous aviez pas prévues ouais. aussi. Parce qu'on en prévoit toujours certaines des petites galères. Mais comme là, le truc des 60 jours, c'est une petite galère en soi, mais tu le prévois. Je dis, bon, moi, écoute, tant pis, j'ai pas de cash pendant 60 jours, mais ça va tourner comme ça. Mais après, les galères que tu as prévues qui tombent dessus comme ça. Je sens que Benjamin était prêt, mais comme du papier. Au millimètre près. Non, pas du tout. Bah, en fait, t'as des galères. T'as un business plan déjà. C'est toi qui le fais. La boule de cristal. T'es visionnaire ou pas, justement. À quel point est-ce que tu es visionnaire? Bah, j'espère pour toi que tu l'es, parce qu'en l'occurrence, c'est ça le plus gros star. Si tu ne l'es pas et que tu as prévu de signer, je sais pas moi, une centrale, Franprix, n'importe quoi, après 6 mois et qu'en fait ça arrive après 15, bah, faut avoir les épaules pour tenir jusque-là. Comme tu l'as dit hein, avec ton thé, en fait, ça peut prendre beaucoup. J'étais beaucoup trop ambitieux, moi. Beaucoup de temps. Quoi. Voilà. Donc il faut savoir prévoir, ou alors il faut avoir un plan B. Si tu comptes ton business plan en alimentaire uniquement sur Monoprix et Franprix pour qu'ils te signent en centrale et qu'ils te distribuent dans 1500 magasins, va falloir être très convaincant, ou alors vraiment avoir un très bon copain très, très, très haut placé chez Casino. Hein. Mais ça peut très bien marcher. Et j'ai un copain qui a lancé une boîte de sauce pasta et qui s'est fait référencer très rapidement hein, là-bas. Donc tant mieux pour lui. Et puis après, il y en a d'autres qui doivent se battre pendant 6, 12 mois pour ne serait-ce qu'avoir leur attention. Quoi. Donc c'est la vie. Mais il faut avoir un plan B quand même pour pouvoir tenir de la distance et jusqu'à ce que tu aies assez de distribution, parce que c'est bien d'avoir 100, nous je sais pas, on a une centaine de clients physiques, c'est bien, mais en fait c'est pas avec 100 que tu vas rendre ta boîte viable quoi. Vous cherchez du volume. Tu réinvestis l'argent, tu embauches des gens, tu as les dépenses marketing, etc. Donc en fait ta boîte, avant d'avoir signé je sais pas moi combien de centaines de milliers selon ton business plan hein, de partenaires, en fait elle est loin d'être rentable. Donc il faut tenir la cadence jusque là quoi. C'est ça la plus grosse star. Voilà. Donc pas de problème particulier en Et soi. après, oui, donc pas de problème particulier. Oui, il y en Et a puis toujours. après, si on prend un exemple de problème, là, la seconde commande, effectivement, elle s'est un peu éternisée parce que j'ai eu des problèmes de packaging, parce que justement, au niveau de la flexibilité de mon partenaire, qui fait le packaging que je veux sur mesure, mais en fait, qui ne me propose pas les quantités que je veux. Et qui est peu flexible là-dessus. Donc du coup j'ai changé mon fusil d'épaule en faisant donc des packaging semi sur mesure où on peut justement coller une étiquette dessus au lieu de l'avoir directement collé dessus, parce que si je passais par ça, il fallait que je prenne 68 000 unités directes. Et aujourd'hui, d'une part, il faut les stocker, il faut avoir du cash flow, etc. quoi. Je t'ai vu lever les yeux quand il parlait de packaging. C'est... On a eu un épisode marrant. Ok. Je vous expliquais tout à l'heure que les pots venaient d'Angleterre. Et il y a eu le Brexit récemment. Je pense que vous avez compris l'idée. Donc on avait tout prévu, tout était planifié. Et en fait, on a eu sûrement 2 à 3 semaines de délai de livraison supplémentaire. Et on n'a pas pu livrer 7 recettes justement pendant une semaine. Donc Ok. ça a été, Ça la fout mal auprès de tes partenaires. Ouais. ça la fout mal auprès des partenaires. Et puis c'est pas plaisant. Parce que c'est un stress qu'on n'a pas envie de vivre. Et du coup, ça se ressent sur les nouvelles commandes. On a on a augmenté le niveau de commande. Voilà. Ok. Pour éviter justement de se retrouver à nouveau dans cette situation. Bon, après, je pense pas qu'il y aura sûrement pas d'autres Brexit derrière. Donc Oui. Maintenant qu'on le sait, on saura. Oui, vous anticipez encore un peu plus. Ouais. Ok. Et comment se passent les négos parce que tout à l'heure tu parlais de ça justement pour capter leur attention. Mais comment est-ce que tu approches les GMS? Comment est-ce que tu approches les points de vente? Qu'est-ce que tu vas leur dire? Qu'est-ce que tu vas leur pitcher? Comment tu attires leur attention? Alors, je pense que dans le cadre d'un référencement national et dans le cadre d'une négociation auprès d'un magasin, c'est pas du tout la même stratégie. Le magasin, ça peut fonctionner en mode coup de cœur. Ça va être une oreille attentive, un concept qui plaît, et ça peut aller finalement super vite. À l'inverse, la GMS,
comme tu le disais tout à l'heure, c'est des processus qui peuvent prendre plusieurs mois, voire un an. Donc voilà, Voire c'est pas, pas les, du tout, c'est pas les ouais. mêmes arguments, voire pas du tout. Voire pas du tout. Mais Donc, comment ça se passe avec eux? Tu les contactes? Tu contactes qui? Tu lui dis quoi? Et après, comment ça se passe? Acheteur sur LinkedIn. Acheteur sur LinkedIn. Ok, donc acheteur sur LinkedIn, ok, d'accord. Bah, Entre LinkedIn, notamment, juste pour revenir sur ton point là, sur les magasins en direct, t'as quand même, si on parle juste de la GMS, t'as Intermarché, Leclerc, Super U, etc. C'est des indépendants adhérents. Du coup, tu peux aller voir chacun de ces magasins et leur proposer ton produit, la fleur au fusil, et voir ce que ça donne, quoi. Ouais, là c'est la personne sur place qui peut dire bah vas-y j'ai envie de faire un test, on y C'est va. ça. Voilà, tout dépend de la taille du magasin. Bon, Leclerc, faut quand même avoir une certaine coronesse de le faire parce que ça marche quasiment jamais. Leclerc, c'est quand même des centres, ça brasse 100 millions d'euros par an. Le patron en haut qui, entre guillemets, décide, c'est pas celui qui va avoir ton produit, hein. Donc il faut avoir un acheteur et savoir remonter les rangs, etc. Leclerc, c'est quand même un peu plus chiant pour faire ça. Mais par contre, tout ce qui est Super U, Intermarché, en tout l'été, tu peux tout à fait y aller. Et nous, on l'a fait, hein. On a signé des Intermarchés, des G20, notamment à Paris, des Super U comme ça, fleur au fusil, tu y vas, tu présentes ton produit et tu regardes un peu en amont, quoi. Tu vois, s'il a déjà 9 références d'épices, ou en l'occurrence 9 références de glace, bon, peut-être qu'il va avoir moins de place et moins d'envie de faire ce petit coup de folie et d'essayer le nouveau produit. Ah, c'est vrai que toi t'as des concurrents du coup, mais toi pour le coup t'es plus une innovation. C'est Quand pas t'arrives, C'est vrai qu'on a cette chance. Ouais. il y a des, t'as pas de concurrents en France, je dis pas, Alors, t'as peut-être pas envie de les dire, les On a citer, mais alors, des concurrents, oui et non. On a d'autres entreprises qui proposent de la cookie dough. En revanche, on est les seuls sur le format B2B. ok. Donc, il y a des boutiques qui sont ouvertes sur Paris. C'est pas un truc qui vous chauffe, ça, le B2C direct? Alors, dans l'immédiat, non. Ok. Un jour, peut-être. Un jour, peut-être. Mais si on le fait, on le fera très bien. Hmm. Avec un vrai concept autour. Ok. Mais du coup, les négos avec eux, ça se passe comment? Avec ces personnes-là? Après, oui, si on monte le level, du coup, si on va voir la GMS, je suis en plein dedans, hein, LinkedIn, ou alors, enfin, trouver une adresse mail, c'est pas bien compliqué aujourd'hui, hein. Trouver une adresse mail et un numéro de téléphone, c'est pas bien compliqué, hein. Tu as toujours un copain qui a un copain qui a un copain qui a déjà vendu là-bas, dans tous les cas. Tu as un nombre d'apps, de sites internet, etc., qui sont là pour hacker les informations sur LinkedIn et pour taper les mails, les numéros de téléphone, etc. Donc c'est pas le plus compliqué. Le podcast sponsorisé par la RGPD européenne. Mais donc voilà, trouver une adresse mail, trouver le bon contact, une acheteuse spécifique, ça. Bon après, souvent tu trouves peut-être pas sur la bonne acheteuse parce que tout dépend de leur gars. Chez Franprix, tu as une acheteuse qui est dédiée à Ducros, Ouais, aux et frais, t'as, même juste dans les épices, hein, à la marque Ducros, et puis après il y en a Ok. une autre qui s'occupe des épices autres. Bon voilà, du coup j'avais d'abord contacté celle qui s'occupait uniquement de Ducros, elle m'a dit ça ne m'intéresse pas, elle va contacter l'autre. Très sympa, effectivement, elle m'a donné le contact. Parfois, elle te donne pas le bon contact. Donc voilà, tout dépend de leur regard en interne, mais tomber sur la bonne acheteuse, normalement, ça le fait. Après, avoir une réponse, c'est une autre question. Effectivement, sur certaines personnes, j'ai dû insister quasiment 6 mois pour avoir une réponse. Donc c'est long. Maintenant, il faut aussi prendre leurs problématiques. Il y a un calendrier, hein, entre guillemets, pas officiel, officieux, hein, il est officieux ce calendrier, mais on n'a pas le droit de les contacter en fait à certaines périodes de l'année, notamment la fin d'année, entre octobre et décembre, même entre octobre et mars quasiment, c'est farfelu de les contacter entre guillemets parce que c'est période de renégociation de tous les contrats qu'ils ont, donc tous les fournisseurs qu'ils ont, n'importe quoi, le sel, le câble, n'importe quoi, ils renégocient tout et notamment réassort sur tout ce qui est notamment non périssable, etc. Donc voilà, il y a toute cette période-là qui est très intense pour eux. Là, on sort du Covid en plus, donc les mecs ont clairement autre chose à faire, etc. Donc tu vois, toutes ces périodes-là vont intensifier leur vie et du coup, ils n'ont pas le temps de discuter d'un nouveau produit. Mais après, ils ont 2 grandes périodes de référencement, hein, mars et octobre, avril et octobre. C'est les 2 grandes périodes où ils font rentrer des nouveaux produits normalement. Enfin, après, c'est comme ça que je l'ai appris, mais c'est officieux, du coup, il n'y a pas vraiment de date officielle. Je ne sais pas trop ce que tu en penses. C'est vrai. Mais du coup, C'est vrai, c'est quand tu obtiens le rendez-vous, c'est quoi Bah, pour toi, de ton côté, parce que je pense qu'avec pour la pâte à cookies, tu viens, tu fais goûter assez simplement, mais peut-être pas ça. Il y a eu pas mal de séances dégustation. Ok. Il y en a eu pas mal. Après, nous, c'est un peu spécial parce qu'on les a finalement jamais rencontrés. Tout s'est fait à distance, tout s'est fait en visio. Ouais, c'est assez fou. Donc, comment se passe un rendez-vous traditionnel? Je ne saurais pas vous le dire pour le moment. Bientôt, j'espère. Mais par contre, ouais, il y a tout un processus derrière où on va parler des volumes, on va parler des références, il va y avoir de la dégustation, plusieurs.
Tu leur envoies du coup le colis à la maison. Ouais, ou Au siège, Ouais, au siège, à la Ouais. maison. Mais je me dis pendant Bon, le pratique. confinement, ce que je veux dire, c'est que pendant le confinement, peut-être que c'était. Ah, ça aurait pu, mais là pour le coup, il me semble que les acheteurs étaient là au moins Ok. 1 ou 2 jours semaine. Et du coup, bon, ils avaient tout sur place. Et voilà, c'est plusieurs sessions. Nous, pour le coup, c'est Monoprix. Donc c'est Monop et Monoprix. Il fallait réussir à convaincre les deux. Donc bon, voilà, ça a été 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Et puis les discussions qui avancent petit à petit sur justement toutes ces... Le toutes ces conditionnement, combien vous mettez de pots dans des cartons. Exactement, le conditionnement, les volumes, les francos. Francos, donc ce sont les minimums de commande pour Ok. avoir la livraison qui est incluse dans le prix de vente unitaire. Donc livraison à une centrale d'achat pour Monoprix. Exactement. Ok. Exactement. Donc sur l'île de France, il y en a 2, une qui est à Vissou et une autre qui est à Gare au Nord, donc aux extrémités. Et voilà, après c'est toute la mise en place de comment va fonctionner la relation commerciale. Et puis nous, en tant que jeune boîte, on se forme en fait. Petit à petit, on récupère des informations et on s'adapte. Tout simplement, on Ok. s'adapte. Et ça va, pas trop dur les premières, parce que du coup je présume qu'eux négocient vachement tout, Ouais. ou alors elles sont peut-être assez sympas, assez Ouais, ouverts. Comment se passe la négo avec, Mais ouais. ce type de grosse boîte? Ils ont pas les dents trop longues, ça va, parce que c'est quand même réputé C'est- pour pas mal manger. Après, voilà, je sais pas si tu peux disclose des trucs, mais... Alors, je donnerai sûrement pas les prix de vente. Non, bien sûr. Disons Ce qui que est sûr, c'est que t'arrives avec une idée, Ouais. tu repars pas loin de ton idée, ou tu repars très loin de ton idée, concrètement. Alors, il y a un jeu qui existe entre les vendeurs et les acheteurs. C'est que le vendeur arrive avec un prix de vente qui est surgonflé Oui, bien sûr. et l'acheteur arrive avec des ambitions qui sont démentielles. Ok. Mm. Et donc, in fine, il y a un terrain d'entente qui se crée s'il y a volonté des deux de travailler ensemble. Ok. Et pour nous, c'est ce qui s'est passé. Ok. C'est de se dire, voilà, on est capable de réaliser telle et telle concession parce qu'on sait qu'on est capable de les faire. Et eux, de leur côté, sont capables de se dire, ok, c'est une petite boîte. On fait un effort. On fait un pas effort. en avant. On n'est pas face à Nestlé, Danone ou d'autres, pour pas les citer. Voilà, il faut, si on veut avoir des produits qui véhiculent notamment les valeurs actuelles, c'est du made in France, c'est des bons ingrédients, c'est des circuits courts. Ouais, puis un peu, clairement innovant aussi. Et en plus, je sais que Monop, de et en mémoire, plus, innovant. Monoprix sont assez côté innovation, sont contents de proposer des nouveaux produits. Complètement. Et tout, donc, Complètement. Et d'ailleurs, c'est assez fou aujourd'hui parce que quand on voit le rayon snacking où on est positionné, on se retrouve à côté de Michel Augustin, à côté des grands noms. Et pour nous, pour Anthony et moi, des fois on se dit, punaise, on en est là, quoi. Donc on ne sait pas où ça va nous mener. Mais en tout cas, c'est tous les jours un plaisir de voir l'évolution de la marque, de voir l'évolution de la relation qu'on a avec nos clients et d'avoir les retours de nos clients finaux sur les réseaux sociaux, via notre site internet, où en fait on se dit, ok, on fait ça pour quelque chose, quoi. Enfin, on a eu raison de se lancer. Ouais, clairement, ça c'est cool. Et toi, du coup, Benjamin, qui a eu l'expérience en physique, tu l'as eu en physique d'ailleurs, l'expérience ou pas du tout? Non, nous on n'en est pas aussi loin. Hein. Pour l'instant, effectivement, la prise de contact initiale a été faite il y a à peine 3-4 mois, même pas. Hein. Et du coup, là, il y a les premiers éléments de contact qui se sont effectués. Du coup, il y a la première rencontre qui va se faire. Est-ce que tu les contactes tous d'un coup, ou parce que je sais qu'il y en a certains qui jouent l'exclusivité. Donc est-ce que de ton... C'est ce qu'il disait, c'est une relation à mettre en place avec eux. Hein. Sans vouloir citer une grande épicerie avec qui on a travaillé à Paris. Mais effectivement, eux aussi, ils veulent l'exclusivité. Mais en fait, c'est toujours la même chose. Il faut que les gens en face comprennent aussi. Voilà, on est une jeune entreprise. Bien sûr. On a des ambitions sur le marché, mais il faut qu'ils nous donnent les moyens de les avoir aussi, quoi. S'ils nous prennent tout de suite toute notre marge et qu'ils veulent l'exclusivité et juste un petit test à 50 magasins, en fait, notre entreprise ne va pas survivre, quoi. Donc, si on veut leur offrir des produits sympas, fun, ludiques, français, etc., et originaux, et qui changent justement les choses, il faut aussi nous donner les moyens de le faire. Et du coup, l'exclusivité, par exemple, pour moi, c'est un no-go total. Ok. Voilà, surtout si c'est l'exclusivité sur une petite région, et tout ça n'a pas de sens, quoi. Voilà. Si une entreprise dit on va faire l'exclusivité sur 2000 magasins sur 6 mois, tu vois, par une petite start-up qui vient de se lancer il y a 6 mois, ça peut encore être intéressant. Mais très souvent, c'est pas ce qu'ils demandent. Donc il faut aussi l'exclusivité, il faut faire un peu attention, je pense.
Ok. Et toi, on te l'a demandé l'exclusivité ou pas? Oui. Ok. Et du coup, Tu veux savoir? Ouais. Non, ouais, alors, je pense que vraiment, c'est une question qui se pose sur le produit en lui-même. Ok. Nous, on est sur une production qui est internalisée. On a des capacités de production qui sont encore relativement limitées. Nous, du coup, quand on a commencé à... là, je vais parler de Monoprix, de ce que je connais. Quand on a discuté avec Monoprix, la question de l'exclusivité s'est posée. Et on a accepté cette exclusivité sur une période de 6 mois, donc, qui va se terminer au mois de septembre. Pour la simple et bonne raison que pour nous, c'était un super tremplin. Oui. C'était un super tremplin de nous dire déjà qu'on avait un plan de croissance avec eux. Donc, passer d'une quarantaine de points de vente sur l'Île-de-France à ensuite la quasi-totalité de l'Île-de-France, puis au niveau national, pour nous, c'était une manière de croître en douceur. Enfin, en douceur. C'est quand même des paliers qui sont assez costauds. Mais c'est pas passer du tout au tout. C'est de se dire, on Oui, apprend. parce qu'en soi, t'aurais même pas pu. Si, imagine, on n'aurait va pas pu. prendre un autre système, et t'aurais Si, eu ça aurait 3-4 été grandes surfaces qui t'auraient dit allez, on démarre demain. Tu te serais retrouvé, mais sans avoir cette capacité de production. Donc en fait, c'est Incapable. finalement Incapable. peut-être un bon compromis pour bien croître avec eux. C'est un Ok. excellent compromis et c'est pour ça qu'on a accepté de le faire. Et eux, en contrepartie, ont été hyper compréhensifs. Alors, je sais pas si c'est comme ça que ça se passe à chaque fois, mais hyper compréhensifs sur le fait qu'on avait aussi besoin de développer notre activité. Et donc, eux n'ont pas été fermés au fait qu'on puisse démarcher des indépendants. Ok, d'accord. Voilà. Ouais, c'est Le exclu deal, grande surface. voilà, Ok. le deal, c'est vous êtes référencé chez nous au snacking. On va pas voir au champ, quoi. Voilà, ça nous embêterait de vous voir dans tous les points de vente de la concurrence. Bon, et pour Attendez nous, un petit peu. Attends, Ok, top, le temps de nous le dire. top. Et du coup, de ton côté, donc juste pour moi, c'est une question qui me juste pour la question de dans la prise de contact. Est-ce qu'on va voir tout le monde, ou est-ce qu'il y a une enseigne qui correspond un peu plus à notre produit? Est-ce que Il y a une image de marque qui est véhiculée, ou du moins qui cible une certaine clientèle, ou du moins c'est ce qu'on pense. Et du coup, on identifie quand même le client parfait, entre guillemets, quoi. Nous, nos produits là que vous avez sélectionnés dans le podcast, c'est pas des produits qui vont trouver peut-être leur client naturel dans un Leclerc ou des choses comme ça, ou plus difficilement. Mais par contre, tout ce qui est Franprix, Carrefour, Monoprix, si on prend juste la GMS, je pense que notre client naturel s'y retrouve mieux. Et encore, on peut parler de bio, par exemple. Nous, on est certifié bio, donc on peut discuter avec tout ce qui est Biocoop, Biomonde, les compteurs de la bio, etc. aussi, c'est possible. Et c'est là où on va trouver notre clientèle plus naturelle, quoi. Ok. Et il faut quand même être prêt à découvrir un nouveau produit, à consommer autre chose qu'une marque distributeur ou la marque en place. Donc il faut des clients un peu curieux, mais au-delà de ça aussi, qui ont peut-être un peu plus de pouvoir d'achat ou qui ont de l'argent, entre guillemets, à mettre dans des produits plus ludiques et moins juste utiles au quotidien, quoi. Et c'est parfait, tu parlais du bio, c'est un truc dont on n'a pas encore parlé. C'était une condition dès le départ? C'était un objectif? Vous vous êtes dit, ok, on fait ce produit-là, mais on veut qu'il soit bio sur le marché? Oui, absolument. Ouais. Ok. Nous, on est bio depuis le début, certifié depuis le début. Je voulais justement faire des épices bio, d'une part pour m'ouvrir tout le marché. Bien sûr, ouais. GMS, GSS, comme ça au moins c'est fait. Et puis au niveau de la GMS, en fait, les épices bio, c'est quasi inexistant aujourd'hui. Il y a vraiment une mini sélection de produits, mais la grande majorité ne le sont pas. Et en fait, c'est comme un garant de qualité. Et nous, on est 100% naturel aussi. Donc ça garantit aussi qu'on ne retrouve pas de la dextrose, des anti-agglomérants, je ne sais pas combien, des colorants, etc. Voilà, je ne citerai pas les marques, mais on peut en trouver pas mal Il y en a deux en de marques, GMS. c'est pas ça. Voilà. Bon, il y en a un peu plus, hein. Il y a des marques distributeurs, il y a quand même quelques petits players, mais on trouve quand même des ingrédients un peu bizarres dedans. Et nous, l'idée, c'était justement d'être 100% naturel, 100% bio, parce qu'on n'a pas vraiment besoin de faire autre chose, surtout dans les épices, quoi. Donc ça signifie que ton fournisseur est accrédité bio également? Absolument, ouais. Parce que- C'est la condition sine qua non en Ouais. fait, hein. Vu qu'on ne produit pas nous-mêmes dans un atelier qui garantit l'effet bio, il faut que mon conditionneur et Cette mon fournisseur d'épices aient l'accréditation. Et du coup, il y a une triple accréditation en fait dans le jeu ici, parce que moi je l'ai, eux ils l'ont, et du coup ça fait 3 accréditations qui valident bien le bio, quoi. Ok, top. Est-ce que pour vous, c'est un objectif à terme? Vous l'êtes pas, hein, si je dis pas de bêtises, Non, à l'heure on l'est actuelle? pas encore. Ok. On l'est pas Pas encore. encore. Pas encore. Alors, Ah. nous, ce Un sera un indice. objectif. Ouais, ce sera un objectif d'ouverture.
serait voilà, permettre à n'importe qui, y compris les personnes qui font un focus sur le bio et qui ne consomment maintenant plus que ça, de pouvoir justement goûter le produit. Idem pour le sans gluten, vegan. Enfin voilà, il y a pas mal de R&D. Quand tu dis une ouverture, c'est-à-dire que c'est un produit que tu développerais qui est bio. Tu passerais pas toutes tes gammes en bio. Si j'ai bien compris ou si j'ai dit de la merde. On pourrait, on verra surtout en fonction de l'évolution des actuelles recettes. Mais l'idée, ce serait quand même d'avoir l'actuelle gamme qui passerait en bio. Ok, d'accord. Ouais, tout à fait. Ok, et après, comme tu l'as dit, l'ouvrir à des véganes. Tout à fait. Ok. Essayer de décliner, mais en répondant aux besoins des consommateurs. Et pour le coup, il y a beaucoup de demandes chez les véganes. Là, à l'heure actuelle, c'est pas du tout dans les tuyaux pour l'instant, le bio et tout ça. C'est quelque chose, c'est un objectif à cocher à terme, mais on parlait d'accréditation, c'est pas quelque chose dont tu es en train de contacter Ecocer et tout. On n'y est pas. Ok, mais d'accord. On est dans une démarche d'aller rapidement. Bien sûr, ouais, complètement. Donc après, le tout, c'est est-ce qu'on va avoir le temps, l'énergie de faire tout d'un coup? Non, mais faut Est-ce qu'il va falloir prioriser dans un premier temps, ou est-ce que tout simplement le produit va très bien se vendre comme ça, et auquel cas on va peut-être attendre un petit peu pour justement faire ces étapes qui sont quand même assez lourdes. On a aujourd'hui des super fournisseurs, ce sont des fournisseurs qui n'ont pas forcément de bio, et c'est pas pour autant que la qualité est moins bonne. Bien sûr, ouais. Donc voilà, je pense qu'il va y avoir une vraie transition derrière. Ça demande beaucoup d'une part de la R&D pour ce qui est de supprimer le beurre par exemple de la recette dans le cadre d'une recette vegan. Voilà, il va y avoir un petit laps de temps entre aujourd'hui et le jour où cette version-là sortira. Mais en tout cas, on y travaille. Ok. Et t'as des questions peut-être, Mohamed? Je vois que t'es bouillant là. Je te laisse. Il y a un truc qui me fait un peu tiquer de ton côté, Benjamin. Je sais pas si c'est au niveau j'ai l'impression que t'as l'air vachement lié à ton fournisseur. C'est-à-dire que est-ce que c'est pas alors ça a l'air d'être une force parce qu'il a l'air hyper fort. Dans le sens, il a 2000 épices, il est déjà bio. Je pense qu'il a l'air assez souple, il t'accompagne. Ça a l'air d'être un gros bébé. Maintenant, est-ce que ça te fait pas peur aussi demain il te lâche? Demain, ils te disent, écoute, les prix prennent 15%. Est-ce que tu as des fournisseurs sous le coude? Comment, dès le départ, tu t'es... Après, c'est des conditions, mais... Je pense que tout dépend un peu du marché. Il y a toujours des fournisseurs avec qui on peut travailler. Moi, encore une fois, l'idée, c'est de me faciliter la tâche. On a un produit qui est très qualitatif, mais qui est dédié à la grande conso. Donc, il faut pouvoir faire de la masse. Et faire de la masse, ça implique, mine de rien, quand même, avoir le moins de travail possible au niveau du sourcing. Donc, on travaille avec quelqu'un qui sait faire, et je l'ai sélectionné parce que justement, il a la capacité de sourcer notamment tout ce qui est en Inde, Amérique du Sud ou encore en Afrique, et en sachant d'où ça vient, parce que mine de rien, aujourd'hui, c'est quand même un peu le danger. On ne sait jamais vraiment d'où ça vient, si c'est des enfants qui l'ont fait, si c'est contaminé avec du non-bio, des choses comme ça. Là, au moins, lui, il a la vraie capacité de traçabilité. Donc ça, c'est top. C'est pour ça que je l'ai choisi. Il y a un risque. Est-ce qu'il existe vraiment un risque qui me lâche? En toute honnêteté, ça fait partie toujours des risques de la vie. Bien sûr, avec une relation s'estompe et puis in fine, on se retrouve entre guillemets à la rue. Il y en a d'autres. On peut passer sur autre chose. Ce que ça implique, c'est une réorganisation tout simplement. Mais voilà, c'est des choses que tu avais entre guillemets dans la tête et dans ton business plan. Oui, enfin je l'ai pas entre guillemets. Si demain il me lâche, il y a un certain laps de temps d'adaptation, certes. Bien sûr, c'est quand même normal. J'ai pas sous le coude. Mais tu sais qui aller voir. Bien sûr, je sais qui aller voir. Voilà, c'est pas mon objectif. Mais ce ne sera pas la fin de l'entreprise, quoi. Ok, ouais, mais c'est important. Mais effectivement, c'est tout à fait possible qu'un jour, il me dise, bon, on n'a plus envie de travailler ensemble, mais... Ouais, ou même qu'il y a X raisons possibles, j'en sais rien, son entrepôt peut-être, brûle. Ouais. Oui, ou son entrepôt brûle, bon voilà. Une météorite. On croise les dents. Ok, non, parce que c'est un truc, j'avoue, qui me... dépendre d'un fournisseur, ça me fait... C'est comme le packaging. Là, aujourd'hui, je travaillais un fournisseur qui faisait tout. Aujourd'hui, effectivement, au jour où je vous parle, je suis en train de valider la recommande ou une nouvelle commande avec lui. Et en fait, la condition sine qua non est assez simple. Il me donne ce que je veux ou alors je pars avec quelqu'un d'autre. Okay. Donc, je me suis montré flexible. Maintenant, lui, de le montrer, notamment au niveau de la timeline. Et s'il ne le fait pas, moi, j'ai quelqu'un d'autre sous le coude, quoi. Ok. Que j'ai travaillé depuis un petit bout de temps et qui sait exactement ce que je veux et on peut partir ensemble, quoi. Maintenant, c'est toujours la même chose, il faut quand même se sécuriser un tout petit peu. Le problème, c'est que si on fait des quantités un peu grosses, il y aura toujours un certain délai de latence, quoi. C'est comme ça, au pire, on fait autre chose. Il y a toujours plein de trucs à faire dans une entreprise, dans tous les cas.
Top. Il y a des produits à vendre qui sont en stock aussi. Donc, Et toi, de ton côté, Camille, plusieurs fournisseurs du coup? Vous êtes parce que là, pour la pâte à cookies, combien de fournisseurs vous avez pour les matières premières, disons? Voilà. Beaucoup, du coup Bonne question. Ouais, on essaie aussi d'être au plus proche de chez nous. Par exemple, la farine, elle vient du Vexin, donc tout proche. Le chocolat, il est stéphanois, le beurre est normand. Enfin, voilà, on essaie d'avoir les meilleurs ingrédients pour réaliser les recettes. Après, bon, il y a des ingrédients qui se fournissent un peu partout. Oui, bien sûr. Et effectivement, je pense que c'est aussi important de savoir limiter le risque. Mais en même temps, je pense qu'on peut avoir confiance en ses fournisseurs. Bien Bon, sûr, après, ouais, je me doute. Ouais. c'est une relation de confiance que tu C'est ça. construis dans tous les cas. Exactement. L'idée, c'est quand même de travailler avec quelqu'un qui a envie de travailler avec toi. Et puis, si in fine, tu sens qu'il y a un problème, toi d'en tirer les conséquences. Exactement. Et de passer sur autre chose. Mais l'idée, c'est... Moi, si demain, je peux travailler avec les mêmes pendant 20 ans et Let's d'en go. faire une multinationale, mais tant mieux. Moi, ça me va très bien. J'ai pas envie de changer s'ils n'ont pas envie de changer. Si on s'entend sur le prix et que tout le monde est content. Oui, non, bien sûr. C'est vrai que si ça vient de toi, je me doute que si tout se passe bien, t'as pas forcément envie de changer. C'est plus dans le cas où justement, lui, ça se Ouais. passe mal. C'est Ok. exactement ça. Et souvent, on est encore plus attaché à eux. Bien Parce sûr, que c'est ouais. eux qui nous ont fait confiance Au début, justement au ouais. lancement Ouais. de l'aventure. Et donc, voilà, il y a cette relation de confiance qui. Après, voilà, comme je le disais, S'il faut arrêter, il faut arrêter. Ça, c'est- Je pense pas dans mon cadre spécifique, parce que pour toi c'est un peu différent vu que tu vas sourcer personnellement au niveau local. Moi, encore une fois, je travaille avec des multinationales, avec des gens Ouais, c'est qui plus sont très pragmatique de gros. ton c'est côté. Moi, mon approche a été un peu plus pragmatique. En voulant un maximum de qualité, je me suis focalisé sur des multinationales qui ont des épaules très 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 grosses. Donc, je parle par exemple du producteur de packaging. Il a une quinzaine de centres de production dans le monde, dont 2 en France avec lesquels on travaille, à Lyon et à Grenoble. Et au niveau des épices, c'est à Strasbourg, mais ils ont 3 filiales qui sont en région Alsace-Lorraine également. Donc voilà, si vraiment une météorite devait s'écraser sur l'une, il ne faut vraiment pas avoir de chance pour que ça s'écrase sur les 15 autres, quoi. donc normalement, il devrait tenir la route, quoi. Ok. On sait jamais, hein. J'ai une autre petite question. Vas-y, Encore. enchaîne. Du coup, à l'heure actuelle, vous faites donc déjà un peu de B2C avec le site internet. Oui, nous un peu, ouais. Ça représente Pas grand-chose. Pas grand chose, ok. Pas grand-chose. Nous, en fait, c'est pas notre focus. On l'a fait au début parce que, en plus, c'est un produit qui s'y prête. Bien sûr. Et puis faire aujourd'hui un site B2C, c'est pas bien compliqué sur le principe. On a fait un coffret. On a des produits qui sont non périssables, qui sont facilement envoyables ou à expédier plutôt. Donc voilà, tout est dans le cadre pour le faire. Maintenant, on pousse pas le truc parce qu'en fait, le B2C, c'est un métier à part entière. Et aujourd'hui, du coup, on préfère se focaliser sur tout ce qui est B2B. Les magasins alimentaires, en France, il y en a 70 000 environ, dont 3/4 qui sont indépendants ou adhérents. Donc, Il y a un peu de terrain à parcourir Un avant, quoi. sacré bout de terrain à parcourir. En 4 semaines de tournée que j'ai terminé là, il y a quelques jours, j'ai réussi à aller en voir près de 200. Donc voilà, il m'en reste 69 800 à aller voir, quoi. Voilà, moi je me focalise là-dessus parce que c'est là où je vois vraiment le potentiel de la marque. Et l'alimentaire en ligne, c'est toujours un peu compliqué, hein. C'est pas des fringues, c'est pas des claviers, c'est pas je sais pas quoi, tu vois. Ouais. Ça reste des choses que les gens ont envie de toucher, sentir, ils ont envie d'avoir un feeling au niveau de l'alimentaire, donc c'est mieux de le trouver chez Monop, quoi. Ok, donc à l'heure actuelle, c'est pas quelque chose que vous allez pousser. C'est quelque chose qui est sur le côté, qui tourne, qui est possible, Absolument. mais que vous ne mettez pas Ouais. forcément en avant. On se focalise sur tout ce qui est en ligne, tout ce qui est Instagram, les réseaux sociaux. Oui, bien ça, sûr, c'est ouais. hyper important pour nous. On poste notamment 2 recettes par semaine, notamment aussi avec des petites vidéos tuto, des choses comme ça. Ça, Voilà, on plus fait. du marketing du coup. Voilà. Du marketing ou un focus usage, quoi. Vraiment comment utiliser les épices et comment est-ce qu'on peut vous accompagner en cuisine au quotidien. Mais on va pas pusher à fond sur tout ce qui est en ligne. Sur tout ce qui est vente en ligne, on les fera, on accompagnera ça, mais nous, notre focus, c'est vraiment le B2B et tout ce qui est, voilà. Oui, bien sûr, de toute façon, après vous êtes encore au début, donc je me doute que... On est effectivement là, vraiment au niveau des ventes, on est, ça fait 3-4 mois qu'on est sur le B2B, donc on est vraiment tout jeune. Ok, et toi Camille, de votre côté, est-ce que, encore une fois, je sais que vous êtes jeune, est-ce que c'est quelque chose à terme que vous aimeriez développer, un B2C, par le site internet, par du physique peut-être, t'en parlais On en aussi parlait, ouais. Le physique, pourquoi pas. On en a déjà parlé avec Anthony. À voir si plus tard
On n'ouvre pas une boutique. Parce que c'est vrai qu'on a vu pas mal de boutiques ces dernières années, si je dis pas de bêtises en soi, qui popaient sur Paris, de Tout à fait. cookies, de choses Ouais. comme ça. Avec des concepts assez fun. Ouais, exact. Et je pense qu'on pourrait faire quelque chose de très sympa. Ok. Après, je pense qu'il faut qu'on se laisse un petit peu le temps Bien sûr, ouais. de grandir, notamment sur le segment B2B. Le B2C, pourquoi pas, avec justement de la vente en ligne. Mais il y a toujours ces problématiques liées à la logistique, aux frais logistiques Bien sûr, ouais. en frais. Donc à voir si en grandissant, on Ouais. arrivera à le faire. Ouais, parce qu'en soi, par exemple, je pense aux nouveaux fermiers. Ouais. Tu vois, c'est quelque chose. Alors, eux, c'est du surgelé pour le coup. Est-ce que tu vois, il y a peut-être. Est-ce que c'est quelque chose que vous recommencez à regarder déjà un petit peu le problème de logistique, de livraison en B2C ou pour l'instant, c'est pas du tout dans les tuyaux non plus Pour l'instant, on fait un gros focus sur le B2B. Ok. On essaie d'être présent sur le terrain, d'aller rencontrer les distributeurs, les responsables de magasins, les consommateurs. On fait pas mal d'animations où on essaie de présenter le produit parce que mine de rien, c'est pas intuitif que de manger de la pâte à cookies crue. Donc on voit le petit pot, on se dit ça peut être de la glace, Ouais, clairement. c'est mignon, mais qu'est-ce que c'est? Et en fait, on a essayé d'améliorer aussi. On a eu une V1 du pot et on a essayé de l'améliorer justement, notamment du point de vue compréhension produit. Bien sûr. Ouais. Et la présence terrain est hyper importante parce qu'on se rend compte que il y aurait peut-être eu dans la même journée 100 personnes qui seraient passées devant le produit, qui se seraient posé la question c'est quoi, et qui auraient peut-être pas pris le temps de regarder le produit en lui-même, d'aller chercher l'info et de te dire je vais faire le test. Et voilà, l'animation aujourd'hui, notamment avec l'amélioration de la situation sanitaire, va permettre la dégustation sur les points de vente. Et donc de faire goûter le produit et de continuer à échanger avec les consommateurs finaux. Ok. Et à l'heure actuelle, tout à l'heure tu parlais, on va revenir sur le fait que du coup vous êtes vraiment focus B2B. Donc là tu as fait un commis tour, si je dis pas de bêtises. Ouais. Commis Spice Tour. Commis Spice Tour. Est-ce qu'il y en a d'autres de prévus? Est-ce que c'est un des seuls moyens de prospection que tu fais à l'heure actuelle? Je suppose que non, mais c'est une question un peu... Alors nous, on a une stratégie un peu différente. On se focalise sur toute la France immédiatement. Ok. Je me focalise pas obligatoirement sur la région parisienne. Pourquoi? En fait, parce que déjà en région parisienne, il y a une problématique de centrale. La grande majorité des magasins bio et non bio, donc GSS, GMS, en région parisienne, sont détenus par des centrales. La Vie Claire, Monoprix, Franprix et même G20 à ce niveau-là, c'est compliqué parce qu'ils aiment bien passer par leur centrale. Donc c'est un peu compliqué avec cette approche-là. Et puis après, nous, on a envie d'être partout en France et de directement présenter partout. Un peu la stratégie de Jimber, par exemple, que vous connaissez peut-être, voilà, qui font des jus avec... merde. Ça s'appelle comment? Je me rappelle plus. Moi je connais pas du tout. Voilà. Bon, c'est une marque. Tape sur... Jimber qui font des jus Au gingembre, peut-être. au gingembre, c'est ça, voilà. Ginger. Au gingembre. Donc voilà, eux par exemple, ils sont présents partout et nous on a envie d'être présents partout. C'est une stratégie comme une autre aussi d'aller voir des gens et puis après c'est aussi une force commerciale et puis une force de communication en disant voilà, on fait des grandes tournées. Je vais pas refaire des tournées de 4 semaines trop souvent. Là on va déjà épaissir un peu nos équipes commerciales, on va travailler avec des agents commerciaux qui vont aussi pouvoir tourner sur le terrain pour nous. Mais là par exemple la semaine prochaine, je suis 4 jours dans le sud aussi. Ok. On a débloqué on a débloqué des magasins, Marcel et Fils ça s'appelle, c'est des magasins bio. Et voilà, ils ont une cinquantaine de magasins en région PACA et on va tous aller les voir pour leur donner les produits et pour leur vendre en direct. Mais peut-être pour conclure là-dessus, c'est pas parce qu'on a signé quelque chose, même toi Monoprix, que d'une part les produits vont être référencés ou que les gens vont les acheter, quoi. Il faut, même quand on a signé une centrale et que c'est acheté par la centrale, il faut aller voir chacun des magasins en direct et lui dire en fait tu as un nouveau produit en centrale, prends-le, tu vas voir, ça va être top, je vais t'aider à le mettre en rayon et puis ensuite faire goûter aux clients. Pousser les autres un peu, en rajouter un de la tienne. C'est à peu près ça, quoi. Et puis surtout faire goûter. Les gens en fait ils connaissent. Comment ça se passe pour toi Tu fais des dégustations, ouais? Là on en a fait, on a fait les premières parce que du coup c'est compliqué. Pour l'instant on n'a pas vraiment pu en faire à cause du Covid. Et du coup là nous ce qu'on fait en fait on fait goûter sur les mini toasts avec par exemple de type Philadelphia ou du fromage blanc quasiment sans goût.
justement pour vraiment montrer la puissance en fait des épices, quoi. Ok. Tu peux pas faire un steak, hein, tu peux pas aller faire un steak frites ou un truc comme ça, c'est pas possible. Il faut que ce soit pratique à manger, hein. Donc tu fais goûter avec des éléments neutres. Par exemple, nous quand je goûte, hein, à Strasbourg auprès de mon fournisseur, une fois que les recettes sont vraiment finalisées, ben, on se farcit pendant 3 jours de la purée mousseline ou de la purée marque distributeur. Pourquoi ? Parce que ça a pas de goût. Ça a quasiment un goût à zéro. Donc tu manges une cuillère de purée mousseline, en fait c'est totalement neutre, et puis tu rajoutes du sel, du poivre ou alors justement des mélanges d'épices, et tu vas soudainement voir qu'il se passe quelque chose, quoi, gustativement parlant, quoi. Pas très bon la purée mousseline, je la conseille pas. Mais, je ferai plutôt un écrasé de pommes de terre, recette que vous trouverez sur notre Instagram naturellement. Voilà. Que tu peux donner, vas-y. Je la donnerai pas tout de suite, là. Des bonnes pommes de terre, justement normandes, je préfère, avec un peu de lait, avec des épices. Attention, le mélange d'épices pour pommes de terre, de commis, et puis 2-3 petits autres. Les réseaux, c'est ingrédients. quelque chose tous les deux que vous mettez beaucoup en avant. Vous avez une bonne communication dessus. Là, on est devant le Comipice. Plus de 2000 abonnés, et Cooks plus de 3000, quasiment 4000, ouais. Ok, ouais, donc c'est vraiment quelque chose que vous pêchez d'important. C'est l'un des vecteurs de croissance aussi pour la visibilité de la marque. Ok. C'est une solution qui coûte rien et qui permet aussi de fidéliser et Qui coûte rien. qui coûte rien. Ça dépend comment on s'en Ouais, sert. un peu quand même. Tout dépend de comment on s'en sert. Mais ça permet aussi d'avoir des interactions avec les clients et de pouvoir créer une vraie communauté derrière. Ok. Et vous avez déjà tenté le marketing d'influence ou pas ? Pour le moment, pas. Ok, d'accord. Oui, Mais nous on c'est- fait collab, influenceurs, des choses comme ça, un peu, hein. Pour mettre en avant la marque, pour partager. Est-ce que tu as un code promo pour les auditeurs de French Ouais, Joueurs les French Joueurs, Il y a un code promo de 15%. Ah, bah c'est top. Attention, c'est C'est première commande 15. Première Voilà. commande 15. Avec les lettres au début toujours écrites en grand. Ouais, je sais, on va le rendre plus pratique. On va l'écrire. Nickel. on le mettra en description du coup. Voilà. Mais l'idée, c'est quand même de mettre en avant un peu la marque et de créer des partages de communauté, des partages. On travaille avec une marque, justement, on va sortir un coffret commun avec une marque qui fait du Sacha Inchi. Et du coup, des marques qui partagent les mêmes valeurs ou des influenceurs qui ont du sens. Nous, les influenceurs qui font du sens, c'est des cuisiniers, des mamans cuisinières, des choses comme ça. Pour vous, le cookido, tu nous diras. Voilà. Écoute, toutes les personnes qui sont gourmandes Voilà. et qui ont envie de se faire un peu plaisir. Mais Parce que pour l'instant, vu que tu es sur le B2B, je pense que vous n'avez pas encore poussé la partie influence. Alors, du coup. tout à l'heure, j'ai réagi un peu vite. Marketing d'influence, oui, mais comme je le disais tout à l'heure, avec des fonds limités. Donc en fait, on fonctionne sur un format portage où en fait, on propose à des influenceurs qui correspondent effectivement à ce qu'on est et aux valeurs qu'on véhicule et à l'image qu'on veut donner de la marque, de découvrir les produits et s'ils le souhaitent, parce qu'ils ont apprécié le concept, la marque, l'histoire, de partager tout ça avec leur propre communauté. Et c'est aussi comme ça qu'on a réussi à petit développer la renommée de Cooks. Ok. Ce qui est cool en fait avec des produits alimentaires, c'est que c'est plus sympa à mettre en avant sur les réseaux, quoi. C'est plus sympa, c'est C'est Instagram, c'est fait pour ça. Exactement, Ça met en avant clairement, la bonne donc, bouffe, les beaux produits. C'est comme assez simple. Je veux dire, le nombre de comptes Instagram qui parlent de bouffe, et Ouais. de cuisine, etc., c'est quand même dantesque, quoi. Bon, faut trouver sa place. Il faut quand même se faire un peu une place parce qu'il y a du monde. Ça, c'est vrai. mais je pense que ce soit pour les cookies ou toi avec les épices, je pense que c'est l'un des vecteurs. Parce que si on vient en marketing, publicité, aujourd'hui vous en avez fait une, vous avez fait un spot, il me semble. Et pourquoi ce choix-là du coup, plus que parce que je pense que c'est une grosse dépense. Alors publicité, je sais pas ce que tu as vu. Ok. Je sais pas ce que tu as vu, mais pour le coup, on n'en a jamais réellement fait. Ok. Du coup, ça a dû être du homemade, vraiment. Ok. Voilà. Ok. Sûrement peut-être. Mais en tout cas, tant mieux parce que ça a l'air de t'avoir plu. Tu parlais de quoi du coup, une publicité Facebook, Ouais, publicité. Une publicité sur Spot ça, télé, en fait. toi Ouais, sur un truc du genre. Ah, je sais pas, bah du coup. Non. T'es passé Ok. sur TF1 Ok. Alors, non, Pas on du tout, a, c'est- on ok, a- on ça a marche. fait des petits spots, ouais. Mais ça, c'est vraiment homemade. On a une super équipe derrière. Ok. Que tu as diffusé du coup que sur les réseaux. Ouais, sur nos Ok. réseaux. Ok, d'accord. Parce que Facebook, LinkedIn, Ouais, ok. Insta. Ok. Cool.
Mais pour Et- le moment, c'est très limité. Ok. Et du coup, et sur le marketing, sur la stratégie que vous avez, c'est quoi en fait en dehors de Instagram, en dehors Ouais. de ça, c'est quoi c'est quoi vos stratégies pour faire connaître Cooks? Alors pour le moment, on est uniquement sur du earned media. Ok. Donc voilà, c'est comme pour vous, French Doers. Enfin, voilà, nous, on est ravis à chaque fois de mettre en avant la marque, de raconter notre histoire, de présenter les produits. Mais on n'a pas encore voilà, les finances pour investir à fond dans la pub, pour investir à fond dans le marketing d'influence. Et donc, on essaie de trouver des solutions qui fonctionnent bien à moindre coût. L'idée, ce sera aussi de faire découvrir les produits et de les faire goûter à plus grande échelle. On aimerait faire des distributions sauvages dans tout Paris, inonder Paris de cookies d'eau et puis faire découvrir une bonne fois Tu peux pour toutes. commencer par Station F là. Hein. Ah écoute, Ouais. j'en rêve. C'est un bon spot là. Ouais, Commencer par Station F. On rigole, mais je suis passé par l'anti-café avant. Hein. Je leur ai demandé. Ah ouais? Donc, on verra. Ok, cool. Ça pourrait être sympa. Et puis après, on verra ce qui... Ah, puis t'as Free Avec Chic le qui temps, on livre verra. pas mal ici, Bah, Nestor. Ouais, Tu bien peux sûr. nous missionner, on peut aller voir les gens, vous vous abonnez, on vous offre un coup un Cooks. Bah, écoute, Et on fait un truc comme ça, on va aller voir, on va toquer à la porte. Alors les gars, voici French Doers, si vous abonnez, je vous offre ces magnifiques cookies à On va déguster. faire un pack avec les bah, deux, ouais, les gars. parfait. Les rapporteurs d'affaires à Station F. Super. Ok, est-ce que tu as des dernières questions, Mohamed? C'était par rapport au... Là, c'est quoi c'est qui les premières personnes qu'on recrute sur vos projets en fait? C'est quoi aujourd'hui, plus vous avancez, et c'est quoi le premier recrutement que vous faites en alimentaire? La prod. Ok. Alors, le premier vrai recrutement. Après, on a une petite équipe d'associés qui s'est construite autour du projet, justement pour nous aider sur des sujets qu'on ne maîtrisait pas. Donc, on a quelqu'un qui est sur le marketing qui nous aide, Gilliane, Antoine sur le commercial, et puis un autre ami qui nous aide aussi sur la partie visibilité sur les réseaux sociaux. Après, pour Cooks, ça a été la production. Pour assurer la production des volumes. Parce qu'elle est en interne pour vous. Tout à fait. Mm. Ouais. Le fait d'internaliser, en fait, c'est une galère, mais bon, T'as au moins la main mise aussi dessus. Voilà, exactement. C'est un pari, c'est un choix. Ah ouais, complètement. Et puis on est ravis de l'avoir fait. Ok. Vraiment. Vraiment. Et voilà, c'est une maîtrise complète de tout. Donc et la production. surtout de la qualité. Production, en fait, tu recrutes en production dans un premier temps, Tout à augmenter fait. l'équipe de production Ouais. à terme. Ouais. Parce que là, tu sens déjà que on tire sur le pâtissier là. Il fait de beaux horaires le pâtissier. Non, ça va. On est là en backup, on est tout le temps. Mais bon, oui, on peut pas vouloir faire de la communication, du marketing, s'il n'y a pas les volumes qui suivent derrière. Voilà, si on peut pas répondre à la demande, c'est un peu dommage. Donc, après, on verra en fonction de ce qui nous attend dans les mois à venir. Mais ouais, je pense que la production va être l'un des postes clés de recrutement dans les 6 prochains mois. Ok. Évidemment. Commercial, marketing. Et vous, monsieur Benjamin? Nous, du coup, pas du tout la production. Nous, on va se focaliser à fond sur le commercial. Hein. C'est le nerf de la guerre. Que tu passes, comme je l'ai dit, par les centrales, c'est très bien d'avoir signé avec Monoprix, avec Franprix, mais du coup, ça équivaut à dire qu'il faut passer dans chacun des magasins et leur présenter à eux aussi les produits et les inciter à bien les mettre en rayon, et surtout à bien les placer, à trouver une belle place. Donc ça, c'est des commerciaux, hein, in fine, ou alors en direct, hein, tous les magasins de France, aller vendre la fleur au fusil, les produits, et du coup, c'est commercial, et voilà, du coup, après, nous, on est, entre guillemets, moins bien encadrés derrière. Je suis vraiment le seul fondateur. Aujourd'hui, je travaille avec 2 filles qui nous font la communication et le marketing. Je gère tout le volet logistique et commercial. Donc il y a un commercial qui va arriver en septembre, et l'idée c'est d'épaissir progressivement justement pour prendre des commerciaux et aussi des agents commerciaux. J'en ai un peu parlé, mais pour moi c'est très important. J'ai déjà 3 agents commerciaux qui sont sur le pied de guerre pour commencer dès qu'on a les nouveaux stocks qui arrivent et qui vont pouvoir tourner région PACA, Strasbourg. Sur des indépendants pour le coup? C'est les indépendants, ils Ok. travaillent pour eux ou pour les agences, et en fait les agents commerciaux Ils prennent la commission. ils Quoi. prennent une commission sur le CA réalisé.
C'est très intéressant pour des jeunes boîtes de faire ça parce que je ne suis pas en train de faire la promotion des agents commerciaux, mais en fait, une jeune boîte n'a pas l'argent de se payer n'importe quel commercial avec 2 ou 3 années d'expérience qui a déjà un peu l'idée de ce qu'il fait avec un certain portefeuille et qui coûterait je ne sais pas combien de milliers d'euros par mois chargé. Et là, c'est un agent commercial qui coûte 10% ou entre 8 et 12% du CA réalisé hors taxe. Mais du coup, c'est quelqu'un qui connaît, par exemple, je sais pas moi, tous les Biocoop, tous les magasins bio de sa région. Et du coup, il peut sans trop de problèmes, en 6 mois, te signer 300 magasins, quoi. Donc, moi, je veux bien donner du pourcent. S'il me signe 300 magasins. C'est fou parce qu'on se rend compte que d'un produit à l'autre, la stratégie est totalement différente. Complètement. C'est d'ailleurs pour ça que on vous a sélectionné. Ouais. On voulait quelque chose un peu différent. On n'a pas pris 2 produits frais, 2 choses comme ça, parce que je sais que pour en avoir fait un petit peu, tout n'est pas pareil. Et le but, c'est déjà nous d'en découvrir un max. Donc merci les gars. Et puis d'aider. On sait que les 2 discours peuvent aider différentes personnes en fonction de ce que tu. Si ça aide. Pourquoi ça t'a tiqué sur quoi dans la stratégie entre guillemets le fait de commerciale vouloir aller très très vite, c'est une stratégie qu'on peut avoir quand on ne produit pas soi-même, quand on est un industriel. Enfin, je veux dire, oui, on peut décider de partir dans un pays étranger, d'inonder le marché. Mais lorsqu'on est une petite boîte, qu'on a décidé d'internaliser et qu'on n'a pas encore les capacités, bon voilà, on est obligé. Moi, j'adorerais être au niveau national et être partout en France. Après, moi, c'est l'envie, c'est la stratégie. C'est pour ça que j'ai envie de travailler avec des agents commerciaux et c'est pour ça que je suis en discussion et on croise les doigts pour que ça conclue avec toutes les centrales, etc. Mais voilà, c'est des choses qui sont prévues. On n'est pas encore une multinationale, même si c'est l'ambition. L'ambition est naturellement d'aller gratter des grosses parts de marché sur le marché des épices. Au moins, moi, j'ai effectivement ce luxe de pouvoir dire que, voilà, en GMS, en 2007, c'est 700 millions d'euros qui sont écoulés en épices. Moi, j'ai envie de prendre 10% de cette part de marché. Toi, c'est plus compliqué. Effectivement, le cookie dough n'existe pas vraiment en France, donc tu crées ta part de marché. Exactement. Ou tu vas gratter sur d'autres choses gourmandes, fraîches, qui existent effectivement déjà, quoi. Mais du coup, c'est pas la même chose, quoi. Mais c'est drôle parce que ta stratégie me paraît hyper cohérente, en fait. C'est un Allemand, il est carré dans l'axe depuis le début, lui. J'espère pas pour ce soir. Non, ce soir, c'est pas carré. On est désolé, Benjamin, mais. Ce soir, ça sera le plat de pâtes avec des épices devant une belle défaite. Vous pourrez goûter les miennes. J'espère qu'ils seront pas aussi carrés que ta stratégie, parce que sinon on est mal. Voilà, bon, après, voilà, effectivement, c'est comme ça que je fonctionne. Il y en a d'autres qui fonctionnent. Bien sûr, mais c'est. Mais il faut avoir une manière, mais surtout, en fait, il faut avoir une double stratégie. Je pense qu'il faut quand même, comme je le disais, ça sert à rien d'attendre au Monoprix ou au Franprix. C'est formidable, mais même ça a des effets néfastes pour une entreprise. Ça peut aussi avoir des effets négatifs. Mais du coup, il faut. C'est pas les autres qui vont t'acheter des produits. Il faut y aller, il faut aller rencontrer les gens et tu peux balancer des mails à tous les épiciers et magasins bio et indépendants de France. Ils vont pas te répondre. Il faut aller sur place et dans tous les cas, aller vendre. Et puis voilà, et puis peut-être que Franprix te signera après, ou avant, ou pendant, quoi. Mais voilà. Avant de conclure, j'ai une dernière question qui vient de me traverser l'esprit. Est-ce que vous avez, bon, je sais que c'est encore au tout début et tout ça, mais est-ce que vous avez déjà pensé à vous, pour plus tard, est-ce qu'il y a déjà une ligne diversification, un autre produit que vous aimeriez proposer, qui irait très bien avec ce que vous faites ou pas? Je vois Benjamin nous faire oui. Oui, effectivement. Ouais. Moi, là, on sort 4 nouvelles gammes. On sort de sel aromatisé en fin d'année ou pour fin Q3, début Q4 de l'année. L'idée, c'est de faire un vrai PLV de présentation aussi pour donner la possibilité justement aux partenaires de prendre ce meuble et de le présenter, ce qui est mieux aussi au niveau des ventes. Intégrer 3-4 pots dans un rayon, ça se perd très rapidement et visuellement parlant, le client, on va pas être interloqué, donc ça se vendra moins et les rotations seront quand même beaucoup moins intéressantes pour tout le monde. Si tu as un vrai PLV sympa, c'est quand même plus simple. Et puis après, nous, on veut aller dans les sauces, dans les marinades, tout ce qui touche à la cuisine, à l'accompagnement de cuisine, commis de cuisine, tout ce qui est fun et ludique, coloré et qui est aujourd'hui monopolisé pour une grande partie de ces choses-là, quoi, par des Américains ou des Américains tout court, parce que du croûte américain, je soulignerais. Voilà. Ok, et vos Camille, de votre côté? Pas mal d'idées. Pas mal d'idées. Pas mal Tu peux en d'idées. lâcher une petite ou pas? En format glace ou pas? On verra. On verra. Là, tu peux pas en avis. Pour le moment, non. Ok. Pour le moment, non, mais en tout cas, beaucoup d'idées. Eh ben, suivez. Et on aimerait aussi continuer à importer des concepts étrangers qu'on n'a pas encore en France.
et pour les faire découvrir chez nous, avec toujours cette même démarche et ces mêmes valeurs. Et est-ce que, pareil, une autre question, punaise, mais les questions fusent. D'autres formats pour vos produits? Parce que là, on a du coup 120 grammes pour toi, Camille, et 40 grammes. les sachets de recharge. Nous, on a des sachets recharge qui sont exclusifs sur le site. Aujourd'hui, on n'a pas pour objectif de vendre ça en magasin. Il n'y a même pas de code barre dessus, pour tout vous dire. Et puis après, d'autres formats, peut-être, oui. Tout dépendra avec qui on travaille. Tout dépendra ce dont ils ont besoin. Maintenant, nous, l'idée, c'est quand même un format plutôt pratique à utiliser parce qu'il n'y en a pas trop, il n'y en a pas trop peu, entre guillemets. Mais il y a des formats familiaux naturellement qui sont possibles. Mais bon, dans les épices, on reste quand même sur des choses plutôt basiques. On ne va pas vendre 1 kilo d'épices, ça n'a pas de sens pour nous. Et on n'est pas là pour faire du vrac non plus, ce genre de choses, quoi. Du coup, ça peut être à destination des restaurants. Enfin, je sais pas si c'est envisagé aussi, mais tu vois, ça peut être un autre canal de distribution. Peut-être avec certains restos. En toute honnêteté, si oui, il y a naturellement la possibilité de travailler des restos. Après, c'est très très niche. Okay. Notamment tout ce qui est le B2B pur, parce que là, on parle en fait pas du B2B, on parle du B2B2C. Nous, le B2B pur, c'est assez limité, c'est très niche et c'est pareil, c'est monopolisé. Et puis après, en fait, ce que les gens mettent dedans. Et ça au sens large, il y a très peu de restos qui vont vraiment mettre l'exceptionnel dedans. Il y a quand même beaucoup de restaurants qui vont se baser sur des bons produits, mais ils vont plutôt consommer une marque lambda que Commis qui va être plus cher que l'autre poivre ou l'autre mélange d'épices. Okay. Et puis un bon resto, normalement, se doit d'avoir un cuisinier qui sait faire ses mélanges. Et vous, Camille, de votre côté, tu as un format un peu plus gros On pense, alors, pas plus familial. Pas plus gros, mais pourquoi pas décliner dans d'autres formats, pour le coup. C'est-à-dire carré, la cookie dough, mais présentée dans d'autres formats. Format stick. Pourquoi pas. Ok. Format lollipop, quoi. Ok. Et un gros pot de 2 kilos, quoi. Voilà pour les soirées. Tu sais qu'on nous le demande. Ouais, Nous, parce qu'en fait, ils ont l'habitude avec tous ceux qui viennent de rompre. Avec les glaces, ouais, c'est ça. Donc, c'est le même une format bonne soirée que Netflix, tu t'enfiles 2 kilos de K et c'est parti. Quoi. Ok. C'est le raccourci. Ouais. K. Est-ce que tu as d'autres questions? Moi, je suis refait. Moi, j'ai appris tellement de choses. Déjà, je vais rentrer, je vais taper. Je vais taper. Déjà, je vais me faire mon petit plat avec des épices et après, je vais taper. Et vous avez fait exprès pour les noms ou pas? C'était une envie de sélectionner. On a été des cas. Voilà. Sur le blog K, c'est vous qui êtes sorti. On est trop loin là dans les noms. Ok, top. Benjamin, où est-ce qu'on peut suivre, si tu veux, un petit rappel de tes réseaux, de la marque, pour qu'on suive l'actualité, tout ça? Bien sûr, merci. Du coup, voilà, c'est Commis, pour ceux qui n'ont pas écouté le podcast. Et vous pouvez nous suivre sur Instagram. On est sur tous les réseaux sociaux, en toute honnêteté, Youmiam, Twitter, TikTok. On vient de commencer. Ça, c'est cool. Attention, qui est un réseau social à ne pas négliger, je pense. Surtout si tu veux faire un peu de B2C, mais au sens large, bien communiquer. Et voilà, aujourd'hui on est dans une petite centaine de magasins, c'est du direct, on est en discussion avec beaucoup de monde et on est notamment aussi en ligne un peu partout, naturellement sur Amazon, mais aussi Gorillaz, Cajou et j'en passe plein d'autres. Donc voilà. Ok, si des gens veulent te contacter, LinkedIn, choses comme ça? Ils peuvent naturellement me contacter sur LinkedIn. Alors je ne vais pas épeler mon nom qui est trop compliqué à comprendre. On mettra le lien directement. Voilà, vous mettrez peut-être le lien directement, mais vous pouvez me trouver sur LinkedIn sans aucun problème. Ricer, c'est ça. Voilà, et j'ai une adresse assez simple, c'est Benjamin, et vous mettez commis-du6 épices.com derrière, et puis vous me shootez tout ce que vous voulez. Et tu peux nous faire un petit rappel du code promo pour la team. Et le code promo, attention, c'est première commande 15. Il s'affiche à l'écran. Et voilà, il s'affiche à l'écran. Première commande 15. Le C de commande, c'est grand, et le P de première est grand également. Top. Camille, est-ce que pareil, il y a des réseaux à suivre, des choses comme ça? Ouais, évidemment. On est aussi présent sur tous les réseaux, Insta, Facebook, LinkedIn, TikTok, évidemment. Et voilà, vous pouvez retrouver la marque Cooks. Donc c'est Cooks Made in France, notamment sur Instagram. Et donc même chose, disponible pour échanger avec grand plaisir. Ok. Rappel de ton nom, prénom. Du coup, alors Camille Arnould, ok. A-R-N-O-U-L-D. Il y aura le lien également. Il y a le lien. Toujours partant pour échanger, répondre aux questions et filer un coup de main. Parce cool. que on est passé par là aussi et je pense que c'est pas mal aussi de retourner retourner la faveur. C'est cool. Merci à vous les gars pour le temps. Vraiment cool. Franchement, merci à vous, d'apprentissage. C'était hyper sympa. Merci de nous avoir reçus.
avec plaisir. Voilà. Merci à Mathieu qui était derrière les cams, qui a Encore encore une fait un fois. taf de fou, y a pas de doute. Merci à Mohamed qui m'a accompagné dans ce merveilleux podcast. C'est toi qui t'es excité sur les questions là, je t'ai laissé, pour une fois que je te laisse libre sur tes questions. Magnifique, je te remercie. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. N'oubliez pas de vous abonner sur YouTube, sur les plateformes audio, de lâcher le 5 étoiles, de partager autour de vous. Ça peut en aider pas mal. Je pense que là, on a mis un peu de lumière sur pas mal peut-être de zones d'ombre, de choses comme ça. En tout cas, j'aurais aimé savoir ça avant de lancer LT, moi personnellement, tu vois. Donc, n'hésitez pas. Bien sûr, une contactez-les. boisson, bientôt une boisson FD, hein, j'annonce. Bientôt une boisson French Concurrent Brewers de qui arrive. Red Bull et Monster. Exactement, parce que mine de rien, je pense vraiment et c'est pas une blague, je le dis en direct pour le chauffer un peu, mais je me tape T'y beaucoup penses de Monster, de Red Bull. Mhm. Et ce serait sympa d'avoir quelque chose de plus. Ouais, il est dans le fitness, vous savez. Ouais, de ça base, rappelle, quelque chose de plus clean. Bah, tu Mais- peux aller voir les Allemands Club Mart, c'est très bien. Ça. Ok. C'est du healthy. Bon, on va créer la nôtre, on va créer la Mais boisson tu peux French créer Brewers. la tienne, c'est mieux encore. Marque le blanche. Une boisson, voilà, avec une canette toute noire. Bref, on discutera ça plus tard, mais je te laisse le dire. Merci à vous. Passez une bonne journée, une bonne soirée et à bientôt. Et Ciao. priez pour l'Allemagne ce soir. Allez, bisous.